Montant total du CA cumulé. Je dirais entre millions. Ça m'énerve en fait le discours entrepreneurial français. Je le trouve trop limité, mais c'est très français je trouve, tu vois, de se mettre des limites. Et aujourd'hui, t'as l'impression que les gens s'auto-brident. Je suis pas trop dans l'astrologie, mais il y a des trucs assez vrais. Tu vois. Si tu t'écroules à chaque petit obstacle ou à chaque petit échec, t'es dans la merde. Arrête de te concentrer sur le problème, concentre-toi sur la solution. Ce qui fait vraiment le succès d'une boîte, c'est le fait de charbonner. En fait, c'est tout. Parce qu'on m'a déjà dit, en fait, t'es un manipulateur. C'est pas de la manipulation. Moi, je dirais plutôt que c'est de la constatation. Je suis en train de me dire, mais est-ce que du coup, faire attention à son perso, c'est pas ça le vrai one thing du business? Tu m'as dit limite, en dessous de 50 000 euros, enfin, t'es pas un entrepreneur, quoi. Juste tu essayes, tu vois, j'étais en mode. Ouais. Yo, ça va? Bien toi. Magnifique. Écoute, comment est-ce qu'on commence? J'ai un petit quiz là. Ok. Je la joue un peu classique, tu vois, je rajoute des petits trucs dans le podcast. Donc on va se faire un petit quiz rapide, tu vois, histoire d'introduire, et ensuite on va pouvoir développer. Ça marche? C'est parti. Ok. Alors nom, prénom? Kylian Palermo. Ok, âge? 30. Fou. 30 ans. 29, j'allais dire. Petit déni là. Hein. Ouais. Petit déni là. Ouais, 30. Domaine de ton business actuel? Conseiller d'entreprise. Ok. Conseiller en entreprise. Ouais, c'est un peu ça. En fait, le truc avec Hypergrowth, c'est que c'est censé être un quiz rapide, je sais. Non, Mais t'inquiète. Le truc avec Hypergrowth, c'est que je trouve qu'on est un peu à la frontière entre la valeur extérieure, c'est-à-dire ce qu'on fait auprès de nos clients, et la valeur un peu intérieure, c'est-à-dire qu'en vrai, on est un peu aussi une agence de recrutement, de par le format, en gros, qu'on a. J'ai l'impression. Ok. Nombre de projets / boîtes que t'as créé? Projet, une quinzaine, je pense. Ok. Boîte, en mode légalement parlant. Ouais. Un peu plus de 10, je pense 11 ou 12. C'est un beau track record. C'est pas mal. C'est pas mal. Montant total de la création de valeur cumulée, en gros sous-entendu, montant total du CA cumulé, mais je parle en création de valeur parce que c'est assez parlant, de toutes tes boîtes. Tu l'as ou pas? Fourchette, hein, bien sûr. Fourchette, je dirais entre 5 et 12 millions. Ok, putain, c'est une grande fourchette. Ok. Ouais. Bon, ça situe un peu le truc pour les gens qui nous écoutent et qui savent globalement de quoi on parle. CA mensuel de ton business actuel? CA mensuel, aux alentours de 100, on va dire à peu près. Ok. Ton unfair advantage dans le business? Problem solving. Ok. Je pense. Ma zone de génie, unfair advantage, l'échec. Trop planté de trucs. Ok. Ouais, c'est pas mal. C'est souvent une headline en fait que tu sors et tout. Ouais. Je le dis beaucoup. Ok. On va développer après. Nombre de pays d'origine? Je les ai jamais comptés. Enfin, si, 4 du coup du côté de mon père, 2 du côté de ma mère, donc 6. Tu peux les citer? Ouais, bien sûr. Argentin, Syrien, Congolais, Centrafricain, Espagnol, Français. Tu regardais si c'était les mêmes quand... Non, mais bref, ça m'explose. 6 pays quand même. Hein. Ouais. C'est ouf. Mais tu sais que je me suis posé la question, c'est impossible de savoir d'où tu viens. T'as des traits de globalement un peu partout. Ouais, tu veux dire physiquement, ouais, c'est pas faux. On me dit beaucoup Maghreb, en vrai. Ouais. On me dit beaucoup Brésil aussi, pas mal quand même. Mais Maghreb sort beaucoup. Égyptien, on me l'a dit aussi. Ah ouais? Ouais, quelquefois. Ok. Après, ça dépend un peu. En fait, ça dépend des gens, ça dépend de l'endroit aussi, forcément. Au Maroc, pour eux, je suis un Marocain aussi. En France, on me dit un peu de tout, mais pas mal marocain, mais c'est parce que c'est très maghrébin aussi, tu vois, comme pays. Après, dès que je fais des trucs genre Thaïlande, par exemple, ici, on me dit beaucoup Amérique latine, ce qui est marrant. Ok. Voilà. Ok. Ça bouge, quoi. T'as pré-shot, une des questions, c'est pays dans lequel on enregistre ce podcast. Ouais, Thaïlande. Ok. Ça fait quand même beaucoup d'infos. Nombre d'enfants? Une seule. Ok. Ouais. Nombre de femmes? Une. C'est quoi ce piège? Non. Donc, tac. Et dernière question. Nombre de minutes que t'as mis pour sortir du lit ce matin? Waouh. Pardon, question piège. Ouais, 8-9, je pense. Ok, ça va. Ouais. Ça a été rapide. Mais moi, je sors vite du lit, parce que sinon, après, je m'endors. Ouais, on est d'accord. Faut que je bouge, tu vois. Ok. Et encore 8, c'est pas si rapide, tu vois. Ça va. C'est moins je pense que la moyenne, elle doit être à... En vrai de vrai, on fait une étude, on doit être à entre 30 et 40 minutes. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Chez les entrepreneurs qui n'ont pas d'horaire fixe. Ok. Ouais, je pense qu'on doit être à ça. Ok, trop cool. Alors là, il y a eu trop d'infos, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, t'as balancé un peu des infos dans tous les sens. On s'est rencontrés il y a 2 mois et demi, c'est ça? Ouais. À l'occasion du Café Croissance. Ouais. Tu peux expliquer un peu le concept? Ouais, bien sûr. Café Croissance, c'est un événement du coup sur une journée où on réunit des entrepreneurs
L'objectif, entrepreneur, je vais dire slash dirigeant, parce que on a plusieurs formats, on va dire, du Café Croissance. Mais du coup, l'idée, c'est de réunir des dirigeants qui viennent tous avec une problématique. L'objectif, c'est de faire un hot site autour de, avec ces dirigeants, tout simplement. Chacun vient avec sa problématique, déconstruit sa problématique et ressort avec un plan d'action. Ouais. La promesse, c'est de 1, le réseau, évidemment. De 2, le plan d'action en tant que tel et on va dire, l'itération collective et intellectuelle. Et puis en plus de passer un bon moment humainement parlant, puisque du coup tu rencontres des gens qui sont dans la même problématique que toi, et qu'en plus de ça, nous on fait tout pour que ce soit cool. Du coup tu y as participé, mais en gros on fait souvent des masterclass. Moi j'essaye d'animer le maximum possible évidemment, et puis je fais venir un traiteur, parfois c'est des chefs privés, on met de l'expérientiel dedans. Ok, ouais, c'est comme ça que moi je t'ai découvert. Okay. C'était la story de Cédric que j'ai vu passer sur Instagram où je me suis dit, ok, il y a un mec qui fait un networking sur Paris, go. Et en fait, alors en gros, pour la petite histoire, pour que les gens regardent, tu m'as closé comme ça. Parce qu'en gros, il y a eu l'effet un peu escompté, c'est que tout le monde donne un peu son avis autour de Hot Seat, etc. Et en fait, c'est ton événement, donc globalement, toi, tu participes à la résolution de problématiques et tu participes en fait à faire ton rôle, globalement. Et moi, ça m'a closé direct. Franchement, ça m'a closé direct. J'ai pris 1 heure de coaching chez toi dans la foulée, il me semble. Genre la semaine ou les 2 semaines d'après. Et à la fin de cette heure de coaching, tu m'as dit un truc, évidemment, tu m'as dit, en vrai, moi, j'ai plus d'impact quand je bosse sur le long terme. Et j'étais en mode, oui, je sais bien. Donc, let's go, prends mon argent, tu vois. Et donc, t'es mon coach. Est-ce que t'aimes bien le mot coach ou pas depuis 2 mois? Ouais, j'ai pas de... En fait... Ouais, si, après, quand c'est des clients qui me disent, etc., bien sûr, parce que ça a une autre connotation. Après, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un mot c'est un mot valise, c'est devenu un mot valise, coach business, tu vois. C'est un peu... C'est pas que ça me dérange, parce que concrètement, c'est ça. Il y a évidemment un effet mental, parce que coach, ça fait quand même vachement rapport au mental. Donc, il y a évidemment un effet mental, mindset, etc. Le seul point, c'est que moi, je me considère pas uniquement comme un coach, et je considère personne chez Hypergrowth dans l'accompagnement comme des coachs uniquement. C'est-à-dire qu'on a une posture, une posture qui est tripartite pour moi, qui est coach, mentor, problem solver, parce que un coach, il va vraiment se concentrer sur te mettre des coups de pied au cul, en gros. Un mentor, c'est souvent quelqu'un qui a déjà eu l'expérience de ce que tu as fait et qui du coup va juste te permettre de prendre des shortcuts. Et un problem solver, c'est quelqu'un à qui tu vas soumettre une problématique et qui lui va diguer avec toi. Donc du coup, pour moi, on n'a aucun des rôles isolés, on a un rôle cumulé, quoi. Ouais. J'ai un peu la même problématique, moi, quand j'essaie de définir un peu, parce que tu sais, on est des activités où, je sais pas toi, mais moi, le mot coach, il me sort par les yeux et les oreilles, parce qu'en fait, il est tellement utilisé, surutilisé, qu'il finit presque par avoir une connotation négative, tu vois. Complètement. Mais après, alors je suis totalement d'accord avec toi, mais d'une certaine façon, 90% des coachs business s'appellent coach business parce qu'ils peuvent pas faire autrement, en vrai. Parce que c'est des gens qui ont pas l'expérience, pas forcément les compétences ou les connaissances, mais la capacité à écouter, tu vois. Leur principale compétence, c'est l'écoute. Et il y a beaucoup de coachs business que moi je vois un peu passer de partout. C'est pas pour dénigrer, mais c'est plus que c'est pas des gens qui c'est même pas des gens qui ont forcément pour moi le mindset entrepreneur, en tout cas tel que je l'entends. Il y a plein de niveaux ou de phases d'entrepreneuriat, mais c'est aussi pour ça que nous on est concentré sur une phase à l'origine qui est plutôt une phase de scale, tu vois. C'est évidemment que je marche bien même avec des gens comme toi parce que c'est de la résolution de problèmes, mais la réalité c'est que quand quelqu'un comme toi l'accompagner pendant 1 an, à part si tu me dis je veux accélérer mon activité, ça servira à rien, tu vois. Quelques mois, etc., ça servirait parce que ça met de l'impulsion, donc au final c'est du coaching, ça vient solver des problèmes aussi, donc il y a cette posture, il y a un côté mentor parce que dans ton cas en plus c'est un truc que moi j'ai déjà fait, donc pour le coup il y a ce côté, on peut dire. Mais le coach, c'est vraiment quelqu'un qui est censé te mettre des coups de pied au cul toute la journée, quoi. Et oui, je vois 90% des coachs business que tu connais aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils savent faire, en vrai. Ouais, ok, t'as raison. Mais c'est vrai que, alors moi, pour le coup, en plus, j'ai un profil un peu particulier, parce que, en vrai, avec moi, t'es presque un mentor. En gros, dans ta posture, moi, tu m'as closé pour une raison très simple, c'est que je me suis dit, si il a genre 3-4 ans d'avance sur exactement ce que j'ai envie de faire en termes d'avancement business, en termes même de qualité. Tu vois, j'avais pré-shoté des choses chez toi que j'ai pas dû trop expliquer d'ailleurs. En mode, ok, si jamais je ressemble à cette personne au stade où il en est, ça me va.
entre guillemets. Ça fait plaisir. Et donc, non mais c'est vrai. Et par contre, je suis pas trop la typologie de clients que tu accompagnes d'habitude. Ouais. En général, tu bosses avec quel type de profil? À l'origine, on était plutôt sur des boîtes qui font... Alors, je vais me concentrer beaucoup sur le chiffre d'affaires, mais plus sur une maturité business. En fait, la réalité, c'est que nous, on n'accompagne pas des boîtes, on accompagne des dirigeants. Ouais. Et moi, j'ai tendance à dire, on m'entend souvent dire que j'accompagne des boîtes entre 1 et 10 millions, parce que ça correspond à un niveau de maturité chez les dirigeants qui est propice à ça. Si tu veux, c'est généralement plutôt une phase 2. En fait, c'est une fin de phase 1, parce que la véritable phase 2, dans 90% des business, elle commence à 5 millions. Ouais. En réalité, du coup, c'est plutôt des business du coup sur ces taux-là, tu vois, entre 1 et 10 millions, on va dire, et surtout sur des volontés d'hypercroissance. Donc concrètement, les problématiques qu'on a beaucoup, c'est repositionner la boîte. En fait, les premières problématiques qu'on a, c'est vision-mission, donc réaligner le dirigeant, tu vois, avec sa boîte, ce qui arrive toujours à la fin d'une phase 1, enfin à la fin de n'importe quelle phase, en fait, il y a toujours des désalignements, donc c'est ça. Tout ce qui va être autour des sales, on a beaucoup de problèmes de recrutement, de levée de fonds, etc. Et donc du coup, on accompagne des dirigeants qui ont une maturité, une avancée business déjà certaine et ou qui ont parfois des business qu'ils ont dépassés, en fait. Ouais, ok. Donc dans l'hypercroissance, souvent. Okay. Ou dans la recherche d'hypercroissance. Oui, en fait, c'est marrant parce que en fait, tu reviens à des fondamentaux mais qui sont pertinents, entre guillemets, dans une phase où tu as déjà eu de la croissance. Ouais. Parce que quelqu'un qui débute, enfin, la vision mission, c'est bien pour ChatGPT, mais en gros, ça sert pas à grand-chose si ce n'est bourriner. Par contre, arriver à un certain stade de croissance où tu dois enlever du jus de comment on appelle ça, enlever en gros de la quantité d'exécution et plus faire parler la prise de décision et la qualité des décisions. Là en fait tu vas revenir à des fondamentaux qui en vrai ont un levier de malade en fait sur une boîte. Complètement. En fait le mix des deux est hyper important, c'est-à-dire que pour moi tu peux pas souvent ce qui se passe, il y a un truc que tu dis qui est très juste, c'est que de 0 à 1 en gros on s'en fout, tu vois, de ta vision, de ta mission. C'est bien parce que, en fait, c'est un peu une contradiction parce que d'une certaine façon, je pense que tu as beaucoup de gens qui en ont besoin pour aussi savoir pourquoi ils se lèvent le matin, en fait. Donc ça, c'est OK. Donc, on va dire que de 0 à 10 000, tu vois, c'est important parce qu'au moins, tu sais pourquoi tu te lèves. Mais après, ce qui fait vraiment le succès d'une boîte, c'est le fait de charbonner. En fait, c'est tout. Tu vois. D'y aller, de charbonner, de scaler, de faire full erreur. Enfin, c'est même pas du scale, mais vraiment, tu vois, d'exécuter et de faire le plus d'erreurs possible, de se planter le plus possible et de juste être orienté, même pas cash, mais plutôt délivrabilité, tu vois, genre délivrer à max, exécuter. Et après, effectivement, la question qui va se poser derrière, c'est OK, bon, en fait, maintenant, j'ai trouvé un PMF, en gros, je sais plus ou moins, j'ai quelque chose qui a de la valeur, les gens veulent l'acheter, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien comment je le délivre, les gens veulent l'acheter, mais il y a encore beaucoup de problématiques là-dedans. Je sais pas comment le délivrer encore mieux, je sais pas comment, je suis trop dans l'opérationnel, enfin, t'as plein de trucs autour de ça. Et en fait, la logique, c'est que là, tu dois encore plus mettre de l'exécution d'une certaine façon, mais en fait, c'est pas forcément, tu dois pas mettre plus d'exécution, tu dois juste mieux la faire. Et avant de faire ça, là, il faut se reposer la question de qu'est-ce que je construis, en fait. C'est quoi mon objectif final? Parce que sinon, du coup, tu sais pas vraiment ce que tu desserres comme problématique. Et au final, ou comme solution, ce que tu essaies d'apporter plutôt comme solution. Et donc, du coup, souvent, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire qu'on revient à des fondamentaux et en même temps, on construit ces fondamentaux. On se sert de ces fondamentaux pour construire la suite de la boîte. Bon. Hyper intéressant. C'est la première boîte où tu as cette posture de problem solver aussi poussée ou tu l'as déjà eu avant? Je l'ai déjà eu un peu avant parce que j'avais une boîte où on faisait on faisait de l'innovation disruptive. En gros, on était une sorte de cabinet d'innovation, on va dire. Donc, en gros, le concept, c'est tu viens nous voir et nous, on disrupte totalement ton idée, on te challenge à fond, etc. Okay. Donc, j'avais cette posture, en tout cas, j'avais ce mécanisme intellectuel. Okay. Mais plutôt au service de grosses boîtes, plus qu'au service de PME ou de boîtes medium size, quoi. Voire même petites, parce que, en vrai, une boîte qui fait 1 million, c'est pas une grosse boîte. C'est même pas une medium size, tu vois. Ça reste des petits business. C'est juste qu'en France, on a tendance à dire qu'à 1 million, t'es déjà un gros business, etc. Il y a un côté où c'est bien, il faut mettre de l'énergie dans tout, tu vois. Mais c'est pas des gros business. C'est encore des petits business. Aux États-Unis, à 1 million, on te parle même pas. Tu vois. T'es même pas un entrepreneur pour eux. Oui, c'est comme ça que c'est une des raisons pour lesquelles tu m'as closé aussi. C'est vrai. Quand tu m'as dit ça. Non, mais c'est vrai, en vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est pas grand chose, mais tu vois, genre, en France, on est quand même assez capé. Tu vois. Et en vrai, moi, j'étais assez capé par ce dont j'étais capable. Et tu m'as dit, limite, en dessous de 50 000 euros, enfin, t'es pas un entrepreneur, quoi. Juste, tu essaies, tu vois. J'étais en mode. Ouais. Mais en fait, moi, je dis ça parce que
ça m'énerve en fait le discours entrepreneurial français. Je le trouve trop limité, mais c'est très français, je trouve, tu vois, de se mettre des limites. C'est pas pour critiquer, au contraire. Tu vois, c'est un pays qui a rayonné pendant tellement d'années. Et aujourd'hui, t'as l'impression que les gens s'autobrident, tu vois. Ils se lèchent le cul sur LinkedIn, désolé du terme, mais c'est trop ça, tu vois, tout le monde se renifle un petit peu, etc. Sur LinkedIn, quand tu discutes un peu avec les gens, au final, ils sont plus orientés sur l'image qu'ils vont donner sur LinkedIn que sur le business réel, tu vois, qu'ils vont délivrer derrière. Et moi, ça, j'ai du mal à comprendre, tu vois, si t'es entrepreneur, c'est même pas une question d'argent, ou c'est plus une question de, ça veut dire que t'as trouvé un problème, tu veux y apporter une solution. Donc, normalement, ta passion, c'est pas d'écrire sur LinkedIn comment t'apportes des solutions, tu vois, c'est d'apporter des solutions en concret, en vrai. Et donc, du coup, ça a créé une espèce de mécanisme un peu vicieux, je trouve, où les gens sont tellement concentrés sur de la value métrique, etc., qu'ils se capent, quoi. À 1 million, t'es stylé, quand tu lèves 1,5 million, c'est stylé de lever de l'argent, déjà. Rien que ça, tu vois, c'est un gros problème. D'où c'est stylé de lever de l'argent. Ça veut dire que tu sais pas faire d'argent tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est difficile. Et c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est ça qui est Enfin, c'est pas ça mon image de l'entrepreneuriat. Mais du coup, qu'est-ce que tu aimes bien dans le... Alors du coup, on va dire le coaching, parce qu'en fait, à chaque fois, si on donne le problem solving, mais qu'est-ce que tu aimes bien dans cette posture-là? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Ça, c'est une bonne question. Ce qui me fait kiffer... Bah déjà, moi, il y a Je pense qu'on vient tous avec des talents qui sont un peu innés. Et moi, j'en ai un qui est ma curiosité. Et pendant longtemps, on a un peu considéré que ma curiosité, c'était... Mais tu vois, justement, moi, on m'a un peu capé sur le fait que ma curiosité était pas une qualité, particulièrement. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai mis du temps à comprendre ça. Et ce que j'aime bien dans le coaching, c'est que justement, ça satisfait ma curiosité. Et je pense que du coup, c'est mon unfair advantage aussi, pour répondre un peu à ta question, c'est que je suis ultra curieux. Donc du coup, la posture de coaching, en fait, curiosité amène écoute quand c'est une qualité, parce que c'est vrai aussi que la curiosité peut être un défaut en fonction de comment tu t'implémentes ça après. Mais dans mon cas, la curiosité égale beaucoup d'écoute, et le coaching, c'est de l'écoute, beaucoup. Enfin, globalement, c'est de l'écoute. C'est le terme coaching qui m'a perturbé. Mais bref, oui, c'est de l'écoute. Et après, en fait, ça fait jouer mon intellect, et moi, j'aime ça. C'est-à-dire que ça m'oblige, tu vois, à me confronter à des problématiques, à réfléchir, à me mettre dans la difficulté, sortir de ma zone de confort. Et puis le gros avantage, c'est que une boîte comme la nôtre, où j'ai plusieurs clients dans des typologies similaires, des typologies différentes. Ça fait que je peux choper des idées dans des SaaS, les implémenter dans des e-commerce, etc. Et du coup, j'aime bien cette posture aussi un peu de testeur. Ouais, tu t'amuses en fait. Moi, je suis bon dans plein de trucs, mais excellent dans absolument rien. Et donc, du coup, je suis obligé d'avoir cette posture un peu de testeur, de joueur. Et c'est un truc qu'on vient chercher chez nous, je pense, parce que on permet à des entrepreneurs de casser, ou à des dirigeants qui justement se posent plein de questions, de casser leurs limites mentales du test et d'implémenter des tests avec des méthodologies éprouvées, en fait. Donc du coup, tu sais, ça sécurise. C'est marrant parce qu'en fait, on leur vend de l'insécurité sécurisante. Tu vois, c'est oui, marrant. je vois ce que tu veux dire, Mais c'est marrant en plus parce que ça, c'est un truc que j'ai cramé chez toi. C'est, en fait, tu sors des raisonnements, et on est un peu pareil là-dessus, tu sors des raisonnements où on sent qu'il y a eu de la gamberge derrière. Tu vois, tu peux pas les sortir comme ça. On sent que tu as cogité derrière, on sent que tu as retourné le sujet, et on sent que ça vient d'une réflexion et d'un exercice cognitif qui est assez fréquent chez toi, où en gros, t'aimes bien faire des... Et je sais, j'ai la même chose, tu vois. Et c'est un défaut quand tu overthink trop, mais pour le coup, ce qui est incroyable, c'est que du coup, en fait, tout le monde vient avec tes problématiques, et en fait, tu fais marcher ton cerveau toute la journée. Exactement. Donc, du coup, est-ce que tu es un overthinker? Est-ce que tu as été un overthinker? Ah, c'est certain. Mais alors, je pense que je le maîtrise mieux. Je le suis pas moins, mais je le maîtrise un petit peu mieux. Je pense que j'ai encore de la marge fort devant moi. Mais ouais, j'ai clairement été un overthinker. Ça a peut-être été même mon plus gros frein, je pense. Enfin, je le suis toujours. C'est juste que je trouve que c'est quelque chose de très difficile à maîtriser. Et je pense qu'il faut hyper bien s'accepter, se connaître, et pour, tu vois, commencer, on va dire, à réussir à le mettre de côté et prendre confiance en toi. Parce qu'en fait, pour moi, ça reste une très très grosse qualité d'être un overthinker. Honnêtement. Et c'est pas du tout quelque chose que la société partage. En général, on a plutôt tendance à taper sur le doigt des gens qui pensent trop. Alors que, au contraire, pour moi, c'est quand même une grosse qualité. C'est juste qu'il faut, comme tous les défauts, comme toutes les qualités, savoir en tirer le meilleur, quoi.
Bon. Ouais, mais alors ça, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup développer. Parce que moi, pour le coup, alors je sais pas toi, hein, mais moi, des overthinkers, j'en ai des tonnes chez moi. Ok. Et j'en ai beaucoup, et c'est souvent un sujet qui revient. Ok. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même des phases où c'est le pire défaut de l'histoire, surtout quand tu passes de 0 à 1. Moi, les gars que j'accompagne, alors en général, ils sont plus proches de 1 que de 0, mais souvent, parfois, ils repartent dans des projets ou dans des phases où ils ont besoin, entre guillemets, de ce que j'appelle vulgairement faire le mongol, c'est-à-dire charbonner sans overthinker. Et c'est un vrai sujet. Comment est-ce que tu arrives à maîtriser cette espèce de flux cognitif qui tourne un peu plus vite que chez les autres? Qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller à des gens qui ont du mal avec ça? Et comment toi, t'as fait? C'est une bonne question. Je pense que le point le plus central, c'est d'accepter le fait d'être un overthinker et d'être en overthinking. En vrai, le vrai problème de l'overthinking, c'est que tu penses et tu conscientises le fait que tu penses trop. Et du coup, tu penses encore plus trop. Tu vois. Et ça devient un cercle vicieux. Et en fait, du coup, si tu penses trop, mais que tu l'acceptes, tu laisses juste le cercle, tu vois, le cycle se passer. Ton cycle se passe et ok, tu vois. Et c'est un peu comme la gestion de la douleur. En réalité, la douleur, t'as mal, mais plus tu te rends compte que t'as mal, plus t'as mal. Parce que ton cerveau, tu vois, conscientise le fait que t'as mal. Alors que si tu laisses le truc passer, du coup, ben, t'as moins mal. D'ailleurs, c'est marrant, mais tu vois, ma femme, quand elle a accouché, on lui disait ça, mais c'est très facile à dire, pas du tout facile à faire quand on te déchire les entrailles, tu vois. Mais globalement, c'est vrai. Tu vois, genre, c'est à partir du moment où tu lâches prise, en fait, sur le truc, ben, ça passe tout seul. Et en plus, je pense que l'overthinking, même dans des phases de mongol, pour reprendre ton terme, c'est intéressant. Il faut l'accepter, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut juste pas le combattre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, est-ce que t'as trouvé un moyen, dans les phases un peu de chaos, de soit réduire l'overthinking? Je sais pas si... Là, pour le coup, on parle de choses un peu plus concrètes, mais il me semble que t'es, entre guillemets, t'es assez familier avec des trucs genre le yoga et les méditations. C'est des trucs qui t'ont aidé, toi? Alors, le yoga... Disons que le yoga, je suis assez familier parce qu'il y en a dans ma famille, parce que ma mère en fait beaucoup, etc. C'est pas du tout un truc que moi je pratique particulièrement, mais c'est un truc qu'il faut pratiquer. Enfin, les gens qui aiment, etc. Ok, moi c'est juste que justement, j'arrive pas à rester concentré pendant 1 heure là-dedans. Tu vois, c'est pas possible. Parce qu'il y a du mouvement en fait, et que du coup ça me sort de... Par contre, j'arrive beaucoup plus à méditer, et c'est ce qui est marrant, et c'est pour ça que je parle un peu de lâcher prise, c'est qu'en fait, la méditation, j'y arrive, et je peux rester en méditation pendant 1 heure, parce que c'est comme si je me mettais dans un monde à part. J'ai pas besoin de rebouger, etc. Et justement, le principe de la méditation, quand elle est bien faite, c'est de laisser ton cerveau penser. Et tu vois, les méditations contrôlées, c'est pas des méditations, du coup. C'est comme les gens qui te disent... Après, même overthinker, c'est un peu comme HPI, tu vois. Il y a plein de gens qui se disent « Ouais, je suis overthinker, machin. » Mais, tu vois, je dis pas qu'ils le sont pas, mais je dis juste que parfois, tu forces un peu aussi l'overthinking. Et du coup, moi, effectivement, mon secret, entre parenthèses, mais c'est pas vraiment un secret, c'est, il y en a 2, c'est la lecture, parce que du coup, moi, ça me permet de... Déjà, j'aime beaucoup lire, en vrai, et je le fais pas assez, et du coup, relire, tu sais, c'est un peu comme... je sais pas trop de... Je cherche un parallèle, mais c'est un peu comme si tu... Enfin, du coup, moi, j'adore lire depuis longtemps, c'est pas un truc que je fais suffisamment, mais du coup, dès que je le fais, ça m'aspire, parce que j'adore ça, au fond. Donc c'est un peu un... j'ai pas le terme, je cherche le terme, mais bref. Et donc du coup, ça me... un canaliseur, peut-être. Ouais, c'est une sorte de canaliseur, mais ce que je veux dire, c'est... Bref, c'est un peu comme un bonbon que t'aimes, tu vois, mais qu'en gros, tu sais que c'est pas... Enfin, sauf que lire, c'est bien, c'est pour ça que c'est pas le bon exemple. C'est un peu comme mon péché mignon, pour aller chercher, tu vois. Je le considère comme un péché mignon, alors que c'est hyper bien de lire, tu vois. Mais lire, ça te pendant que tu lis, tu fais forcément pas d'autre chose. Et donc, tu vois, et moi, ça m'aspire, et du coup, je peux lire pendant longtemps. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment un truc où, quand je réfléchis trop, c'est pas le truc que j'ai le plus envie de faire, mais dès que je le fais, ça me permet d'arrêter, de trop penser. Et au contraire, parfois, l'avantage aussi, c'est que parfois, ça cadre ma réflexion. Tu vois, du coup, forcément, moi, je suis un vrai amoureux globalement du business et de ce que je fais. Et comme je suis très amoureux du business, ce qui est très cool, c'est que mon travail, c'est de m'intéresser à plein de business, donc très cool. Mais du coup, ça nourrit beaucoup mon overthinking, forcément. Et donc lire, je lis des livres un peu de tout, mais ce qui est assez marrant, c'est que je peux même lire des livres, genre des romans, et ça va impacter ma réflexion, tu vois, sur certaines choses. Donc voilà. Donc en gros, mes trucs, c'est ça, et méditer. Méditer, c'est pas mal, parce que ça te... En fait,
comme je disais, le problème de l'overthinking, c'est que tu le conscientises et que donc tu cherches à l'éviter. Ouais. Alors que méditer, ça te permet de l'accepter. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ça fait un peu peur la méditation à pas mal de gens parce qu'ils se disent attends mais je suis sur X, je vais pas réussir à me canaliser et aussi je vais aussi perdre du temps, tu vois. Alors qu'en fait c'est un espèce de comment dire. En gros tu prends la main de ton cerveau et tu lui dis attends viens on se calme tranquille, on va se guider. Et je rebondissais sur un truc que tu disais par rapport au livre. Je suis d'accord avec toi. Et je trouve qu'en vrai nous les entrepreneurs, toi c'est peut-être un peu différent. On est trop mal habitués au livre parce qu'en fait on nous sort des bouquins de dev perso, de zinzin direct. Pour commencer, les mecs ils ont jamais lu de leur vie, tu leur sors un truc de 400 pages et du coup moi ça m'arrive aussi de proposer des romans que justement pour reprendre goût à la lecture, tu vois, pour être sûr que le mec il se fait hook entre guillemets par, tu sais c'est un peu, je sais pas si t'as lu les Harry Potter. Ouais bien sûr. Tu vois Harry Potter c'est un peu ça, tu lis ça quand t'es gosse, t'ouvres 3 pages, t'es parti, t'oublies tout ce qui se passe autour de toi, tu sais plus comment tu t'appelles, tu vois. Mais c'est un hyper bon conseil et au-delà de ça c'est une très bonne action parce que ce que les gens oublient trop c'est que la base de, je pense que l'une des trucs les plus intéressantes chez nous c'est notre imagination. Ouais. Et notre capacité à nous projeter dans des mondes parallèles, etc. Et finalement, c'est ce qui nourrit le plus notre ambition, ce qui nourrit le plus qu'on cherche à construire dans la vie, et ce qui nous permet de rêver, en fait. Et moi, je vois pas à quoi ça sert de vivre si tu rêves pas. Et donc, du coup, tu vois, les romans, les trucs comme ça te permet de te déconnecter de tout ce que tu construis au quotidien. Donc ça, c'est très cool. Ça te permet de partir dans d'autres trucs, etc. Et même si tu construis des trucs incroyables, c'est bien parce que du coup, bah, ça te permet aussi de rêver justement d'un autre monde. Mais en réalité, ça drive surtout énormément ton imagination derrière, ta capacité à construire, en fait. Ça te met dans une situation de bien-être. Et c'est des moments que je trouve que les êtres humains, non seulement aujourd'hui, ne consomment pas assez, mais en plus, ne vont pas dans le bon sens, tu vois. C'est-à-dire qu'on consomme de moins en moins ce genre de moments. Déjà, le fait de lire globalement. Après, de lire des romans. Bah, après, je pense qu'il y a plus de gens qui lisent des romans. Peut-être, sûrement pas chez les entrepreneurs, mais globalement, il y a plus de gens qui lisent des romans que des livres de développement personnel, par exemple, sûrement. Mais pour autant, tu vois, il y a même des romans aujourd'hui que je trouve bateaux par rapport à d'autres trucs. Ouais. Tu vois, ça dépend aussi de ce que tu comptes. Mais bon, ça dépend un peu de ce qu'on conseille. On cherche à... En fait, j'ai l'impression qu'on cherche à encadrer beaucoup trop... La culture, c'est un énorme sujet, en vrai, pour moi. Ouais. Et je pense qu'on cherche beaucoup trop à maîtriser et diriger la culture aujourd'hui par rapport à ce qu'elle devrait être, tu vois. Oui, puis surtout qu'il y a quand même pas mal de... En fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression qu'on essaie de mettre pas mal de guidelines, tu vois, sur ce qui devrait être fait ou pas fait. Et c'est vrai qu'il y a finalement pas beaucoup de place comment dire, à la créativité pure, en fait. Tu vois. Les gens ont besoin de se rassurer, les gens ont besoin d'avoir un cadre, les gens ont besoin de se référer à des figures qu'ils doivent suivre, tu vois. Et les gens se font assez finalement peu confiance sur ce qu'ils sont capables de produire d'eux-mêmes que personne n'a déjà imaginé ou produit, tu vois. Exactement. Et le problème de ça, c'est que justement, je pense qu'on n'est pas assez drivé pour... penser par nous-mêmes, on est beaucoup plus drivé pour laisser les autres penser pour nous. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de contradictions de toute façon dans la société, dans le monde aujourd'hui, mais c'est un peu ce qui fait la différence entre les gens qui réalisent des choses et ceux qui en réalisent pas. Tu vois, un Elon Musk, c'est sûr qu'il a jamais acheté la formation de Jeff Bezos, tu vois. Parce que c'est des choses évidentes. En fait, il y a une notion, c'est marrant parce que moi, chaque fois que j'en parle, on me dit oui, mais toi, tu parles de réussite, etc. En fait, pour moi, enfin, tu parles de réussite financière, etc. Mais si tu veux, je comprends pas comment on peut réussir sa vie sans, en tout cas, considérer réussir sa vie, ou en tout cas, penser pouvoir réussir sa vie sans se mettre soi-même, enfin, construire des choses à son propre service. Tu vois. C'est-à-dire par soi-même. Moi, même si je lis une formation, enfin, j'achète une formation, elle me permet de faire 500 000, j'aurais pas eu le sentiment de réussir ma vie. Tu vois. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire, j'achète, j'applique comme un con, tu vois, le truc, etc. Ben, j'aurais juste l'impression d'avoir été un mouton. Certes, j'ai gagné de l'argent, super, mais au final, j'ai été un mouton et je saurais pas le refaire, en fait. Donc, je vois pas d'intérêt. Bah ça c'est aussi, moi c'est un peu contre quoi je me bats et c'est la raison pour laquelle parfois tu vois le message il a du mal à faire passer, c'est qu'en fait on se bat entre guillemets contre plusieurs années comment dire, d'influence, parce qu'en fait là depuis il y a les 5-6 ans dans l'entrepreneuriat, FR on va dire aux US je sais pas, tu vois genre la métrique de réussite sociale c'est l'argent, tu vois, et en fait tout est fait autour de, tu sais on nous matrix en mode ta réussite c'est l'argent, ta réussite c'est l'argent, ta réussite c'est l'argent. Mais depuis longtemps, hein. Depuis des décennies, même pas depuis 5-6 ans. Et t'as que les mecs, et en fait c'est trop marrant, t'as que les mecs qui sont déjà pris un mur, qui disent, en vrai bon j'avoue, c'est un peu surcoté. Mais tous les autres, et moi c'est ça qui m'embête parce que c'est aussi un peu ma cible, tu vois, en fait ils courent vers l'argent, et je leur dis, attends,
là, il y a un mur, là, tu vas te le prendre et tu vas te rendre compte. Mais viens, on agit avant que tu te prennes le mur. Généralement, c'est souvent pas le cas, parce qu'en fait, l'influence, elle est souvent trop forte. Ouais. Envers, ah mais truc m'a dit que c'était ça, truc m'a dit que c'était ça, ah trop bien, ah j'ai pas confiance en moi, lui il a confiance en soi derrière la caméra, donc vas-y je vais l'écouter. Et c'est vrai qu'en fait tu finis par être drivé vers un idéal, alors qu'en fait les mecs derrière la caméra, ils te montrent le 5% qui va bien, et évidemment pas le 95% qui va mal. Et puis surtout le mec derrière la caméra, un jour il s'est juste assis derrière une caméra et il a refait. Oui, c'est vrai. C'est juste ça le point, c'est qu'en fait les gens ils voient la réussite comme... on dirait que du jour au lendemain, d'un coup, hop, t'as claqué des doigts et t'as réussi, tu vois. Moi, tu vois, par exemple, parfois on me dit que j'ai réussi, mais heureusement que j'ai pas réussi, tu vois. Enfin, heureusement que c'est pas moi, tu vois, l'exemple de la réussite, parce que là, on est dans la merde. Genre, il y a encore énormément de... Moi, j'ai un chemin, mais genre, qui est énormissime. Et même toi, je suis sûr que, genre, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à tous les niveaux, on dit que t'as réussi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui considèrent que t'as déjà réussi ta vie. Moi aussi. Mais si tu veux, je sais que toi, comme moi, on est pas du tout dans une logique où on considère avoir réussi notre vie. Et moi, c'est pas une question de je considère pas avoir réussi ma vie parce que j'ai pas des milliards sur mon compte. Pas du tout. C'est plus que réussir sa vie, c'est pas... Enfin, la réussite, c'est justement... Moi, je la corrèle pas à une somme d'argent très précise. C'est trop drôle, j'avais cette discussion hier. Avec, mais je la corrèle pas à une somme d'argent très précise, même si je sais que de par... mon niveau de vie, mon mode de vie, ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, bah, ça va nécessiter que j'ai de l'argent. Mais du coup, c'est le moyen, tu vois. C'est pas la finalité du truc. Et t'as plein de gens qui sont en mode, qui charbonnent comme des cons pour arriver à la finalité d'avoir de l'argent. Mais c'est super. Mais si t'as de l'argent, que t'as cramé ta santé, que tu partages ta vie avec personne, que t'as pas la chance d'avoir un enfant, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le but, tu vois, du coup, au final, tu vois? Mais ça me permet de t'emmener sur un sujet que tu maîtrises bien. C'est le lâcher prise. Parce que c'est un sujet que tu maîtrises et moi, c'est mon sujet. Alors, à titre perso, pas forcément, mais les gens que j'accompagne, il y a un immense sujet de lâcher prise. Tu vois? Ça m'étonne pas. Et j'aimerais bien t'entendre sur le sujet. Est-ce que tu peux dire que tu as lâché prise aujourd'hui? Comment tu lâches prise et surtout, c'est quoi ton regard là-dessus ou... Tu vois? Non, je pense pas qu'il y ait de trucs linéaires en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai lâché prise sur plein de trucs. Typiquement, tu vois, moi je suis. Alors, je vais faire un parallèle un peu ouf, mais je suis pas trop dans l'astrologie, mais il y a des trucs assez vrais. Tu vois. Moi, on m'a souvent dit que j'étais lion, etc., et que ça correspondait. Et en vrai, quand tu regardes, honnêtement, ça correspond. Et donc, du coup, ça veut dire que j'ai un profil qui. Sur le papier, qui aime un peu briller, tu vois, les lions, bah, c'est des lions, quoi, tu vois, qui sont un peu machin, etc. Mais le contre-pied de tout ça, c'est que moi, j'ai toujours été un gros stressé. Donc, tu vois, typiquement, ça, par exemple, ce genre de moment, il y a 4-5 ans, il m'aurait fallu un sacré lâcher prise, tu vois. Justement. Et, justement, maintenant, je fais ça parce que c'est des trucs où j'ai normalisé par le lâcher prise. C'est un détail, mais c'est juste pour eux. Et en fait, pour moi, la notion du lâcher prise, elle s'est imposée. J'ai pas eu le choix, en fait. C'est que c'était soit ça, soit je savais que c'était une trop grosse barrière pour la suite. Ça m'empêchait de réaliser des trucs. Et puis même, je suis aussi quelqu'un d'assez sensible, tu vois, sur certains angles. Donc c'est pareil, tu vois, j'ai monté une boîte que j'ai plantée, ça m'a fait déprimer pendant tellement longtemps que genre j'avais 20 ans, enfin un peu plus, mais 22 ans, et j'étais un légume pendant 6 mois. Tu peux pas rester dans ce genre de logique, tu vois, ça devient un obstacle trop important à ta vie, surtout à 20 ans, enfin. Tu peux pas considérer à 20 ans que t'as raté ta vie. Et donc, si tu veux, c'est face à ce genre de truc, c'est comme les couples, de paraître sensible. Moi, genre, toutes les relations que j'ai pu avoir, etc., qui se finissaient, ça m'impactait de ouf, tu vois. Alors, ça veut pas dire que ça doit pas m'impacter ou qu'aujourd'hui ça m'impacte plus. C'est plus qu'aujourd'hui, je relativise, en fait, tu vois, plus, je me dis, ok, bon, ben, de toute façon, tu vois, genre, ok, t'es plus avec cette personne, ben, c'est pas grave, tu vois. C'est pas en pétant un câble, en t'énervant ou en étant frustré que, tu vois, ça ira mieux, ni de son côté, ni du tien, tu vois. Bon, après, disclaimer, je suis pas dans ce truc-là parce que je suis quasiment marié, tu vois, machin, etc. Donc, c'est un très mauvais exemple, mais c'est juste pour dire que globalement, effectivement, c'est des trucs où, même par rapport au business, en fait, si tu t'écroules à chaque petit obstacle ou à chaque petit échec, t'es dans la merde. Donc, en fait, moi, je considère que j'ai pas le choix. Et c'est exactement ce que je dis à mes clients. C'est en mode, en fait, arrête de te concentrer sur le problème, concentre-toi sur la solution. Tu vois. C'est hyper bateau comme phrase, mais c'est juste réel. Tu vois,
si t'es perdu dans le... Et ça, en fait, ça te force à lâcher prise. Et si tu te perds dans la problématique en tant que telle, bah, du coup, tu re-rentres dans ce cercle vicieux, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, moi, la réalité, c'est que je suis propice au cercle vicieux. Parce que je suis un overthinker, justement. Parce que, donc, il faut que je m'extrais à la base, tu vois. Dès le début, il faut que je m'extrais le plus possible du cercle vicieux. Et ça, c'est que en lâchant prise, du coup, que tu peux te sortir de ce truc, quoi. Bah ouais, tu vois, mais c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec toi, parce que t'as 30 ans. Pardon, désolé, je te l'ai rappelé. Ouais, ça va. Parce que il y a aussi, moi je trouve, par exemple, dans une des problématiques que j'adresse, c'est donc le lâcher prise vis-à-vis. Tu m'as parlé de 6 mois de dépression. T'as fait une dépression? C'est un peu fort comme mot, mais j'étais pas bien. En fait, je considère que... En fait, je sais pas ce que c'est. Un épisode dépressif. Ouais, voilà. Je dirais pas une dépression, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais perdu le goût des choses. Et on décrit souvent les épisodes dépressifs comme... Ouais, tu dois pas en être très très lent. Tu n'as pas dû en être très très lent, je pense, ouais. Et donc, du coup, je considère peut-être que c'est un épisode un peu de dépression, mais c'est juste que j'ai beaucoup de piliers qui sont tombés. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai pas eu une enfance difficile, j'ai grandi dans machin. Ça veut pas dire que, tu sais, je te fais le contre-exemple. Mais c'est plus dans le sens que, ouais, je suis tombé de haut parce que j'ai été un gamin grave privilégié en termes d'émotion, d'amour, en termes de tout. Tu vois, j'ai pas eu des parents blindés, mais pour autant, j'avais pas des parents dans le besoin. Tu vois, donc, j'ai pas eu de problème d'argent, j'ai pas eu de problème d'amour, j'ai des parents qui sont ensemble. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, j'étais pas habitué à planter des trucs, tu vois, au final. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, j'ai pas eu... Enfin, c'est pour ça. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours mis de l'énergie là-dedans, etc. Mais je suis d'une certaine façon parti de loin parce que j'étais trop bien dans ma vie, tu vois. Je vois totalement ce que tu veux dire. J'étais pas assez dans la merde, tu vois, pour être un entrepreneur avec la niaque. En vrai, c'est ça. Tu vois, la réalité, c'est ça. Et tu vois, tous les mecs qui te disent, ouais, j'étais un étudiant fauché, je suis devenu multimillionnaire, etc. Bon, moi, je trouve ça bateau, je trouve ça flingué comme façon de faire. Mais... tu comprends qu'ils ont la niaque, tu vois, parce que effectivement, tu vois, ils partent de loin. Moi, je partais pas de là. Bah ouais. Mais tu vois, c'est en vrai, mine de rien, t'as quand même pas mal de gens qui ressemblent un peu à ce profil-là, tu vois, mais qui sont dans une phase d'obstruction mentale. Parce qu'en fait, ils voient pas l'après. Ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que c'est cool, parce qu'on peut en fait rapporter ton cas à tous ceux qui sont à ta place il y a 5-6 ans, je sais pas quand est-ce que t'as eu cet épisode-là. Parce que le problème, c'est que quand t'as ça, en fait, tu vois pas l'après. Tu vois que le moment présent, et t'arrives pas à te dire, ok, dans 6 mois, je vais m'en servir comme une force de ouf. Et souvent, le problème, c'est que quand t'as aucune perspective, en fait, t'amplifies le truc. Exactement comme tu parlais du cercle vicieux. T'es un overthinker. Tu viens de te manger un sale mur. Du coup, tu étais en train d'avoir un épisode, comment dire, semi-dépressif. Mais en gros, t'as plus d'énergie, quoi. T'as plus globalement envie de faire grand chose de très excitant. Et ce qui se passe, le truc peut-être qu'il y a en plus là, en ce moment, que t'avais, je sais pas si tu l'avais toi à ton époque, c'est qu'en moment où t'as cet épisode-là, t'as tout le monde sur les réseaux qui semble aller bien. Et en fait, du coup, ça amplifie ton sentiment de malaise en mode attends, mais donc là, moi, je suis le seul en cagade complet pendant que tout le monde vise la meilleure vie. Ouais, complètement. Tu vois, c'est clair. Mais là, c'est là que c'est hyper important d'avoir un bon entourage. D'avoir des gens vraiment bienveillants. Tu vois, moi, ma mère, elle m'a sorti. Littéralement. Et toute seule, je sais même pas si c'était volontaire, dans le sens où juste en étant ma mère, tu vois. Et comme je disais, moi, j'ai grandi avec une famille hyper, tu vois, soudée. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut des gens qui sont des piliers de confiance, tu vois, pour toi. Et ma mère, en fait, elle m'a dit un truc qui est très logique, mais elle m'a dit, tu peux pas considérer, genre, à 22 ans, que ta vie, elle est terminée. Tu vois, c'est impossible. Pose-toi les bonnes questions. T'as 22 ans, t'es un gamin clairement privilégié. Genre, tiens, sors, ouvre la porte, tu vois, mes parents habitent au Maroc, ils me disent, ouvre la porte, va de n'importe où, tu vois, dehors, et regarde-les. Et viens me dire que, tu vois, t'es au bout de ta vie. T'as pas le droit de faire ça, en fait. Et moi, je suis assez d'accord avec cette logique que quand t'es un gamin qui a été privilégié dans ta vie, t'as pas le droit. Il y a beaucoup de choses que t'as pas le droit de faire. T'as une responsabilité de porter un message. Et tu vois, c'est comme les gamins pourri gâtés. Enfin, les gens qui... Si tu veux, pour moi, quand tu grandis avec des parents... pour le coup, comme je disais, mais j'ai pas grandi avec des parents riches, mais j'ai été entouré de gens qui ont avec des parents, enfin, avec beaucoup d'argent. Et si tu veux, pour moi, t'as une responsabilité. Quand tu grandis comme ça, t'as une responsabilité. C'est ce que j'aime bien. Y a plein de mecs qui revendiquent justement ce truc de moi j'ai grandi dans des familles blindées, mais j'ai transformé le lycée, tu vois. Exemple typique, Bernard Arnault, tout le monde lui frappe dessus, parce qu'en mode, mais même moi j'ai des gens relativement proches de moi qui ont des discours qui me disent ouais mais tu vois, mais lui il est parti, t'es déjà multimillionnaire.
Ouais, d'accord. oui, Mais le mec, il a créé LVMH derrière, tu vois. Enfin, oui, même si c'était multimillionnaire. N'empêche que si lui le fait pas, qui va le faire, tu vois. ouais. Donc, il montre l'exemple. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et c'est des trucs où, voilà. De toute façon, moi, j'ai pas ce truc de la haine des riches, tu vois. C'est Ouais, l'inverse. puis Bernard Arnault, enfin, il y a eu plein de gamins multimillionnaires, il y en a qu'un seul qui a monté LVMH, quoi. Exactement. Et t'en as Ouais. plein qui transforment pas du tout, tu vois, que tu retrouves en Thaïlande, tu vois, Ouais. en train de faire je sais pas quoi, de s'amuser avec. Et moi, c'est pas que j'ai un problème avec ça, c'est que je pense qu'il y a des missions de vie. Il y a des gens, ils ont pas la mission, tu vois, et c'est ok. Moi-même, je pourrais avoir des gamins, dont un de mes gamins, en fait, c'est un ou une kiffeuse et il travaille jamais, etc., parce que je suis devenu multimillionnaire dans l'histoire. Est-ce que je serais ok avec ça? Non. Est-ce que je vais me battre toute ma vie avec ça? Non plus. Ouais. Mais globalement, pour moi, si je leur donne une chance dans la vie, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, mon discours, ce sera toujours, c'est votre responsabilité de transformer l'essai. Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas votre chance. Ouais, c'est Oh. clair. J'ai marqué pour vous, à vous de transformer, tu vois. Ouais. En gros, en tout cas, c'est ma vision. Après, j'ai peut-être tort, mais. Bah là-dessus, Ouais. non mais là-dessus, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, un truc que je commence à implémenter, je sais pas d'ailleurs si toi tu le fais, mais je dis aux gens de voyager maintenant. Ouais. En mode, en gros, c'est l'équivalent, sors dehors, Ouais. et regarde autour de toi et voit que en fait, ça va. Genre voyage, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, mais là, j'ai un gars à moi, il est parti au Maroc, en fait. Ok. Tu vois, et pareil, un peu trop privilégié. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, sors de ton cocon un peu, va te prendre une semaine, machin. Il est parti à Rabat pendant une semaine. Et genre, le chemin, c'est ouvert devant lui, tu vois. Ouais, mais c'est une question de zone de confort, en fait. Ouais. Genre, sors de ta zone de confort. T'as des gens, tu leur dis juste, barre-toi tout seul. Tu vois, ils habitent à Paris, tu leur dis, barre-toi tout seul à Marseille une semaine. Ouais. Ça suffit. Tu vois, c'est juste une question de comment tu sors de ta zone de confort et en fait, tu brises le cercle vicieux. C'est ça, faut trouver un moyen de briser le cercle vicieux. À partir de là, ça tourne tout seul. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok. Il y a deux, trois questions que j'avais quand même encore envie de te poser sur le taf. Ouais. Avant de partir sur le lien entre le taf et le perso, puisque une des raisons pour lesquelles. Alors, tu sais que je le savais pas. Tu m'as pas closé sur cet aspect perso. Je l'avais pas perçu. Mais tu es effectivement un coach business très axé perso. Ouais. Comment ça se traduit, toi, dans ton taf au quotidien? Parce que en gros, t'es un mec qui utilise son jus de cerveau pour apporter de la valeur à tes clients, si je le résume de façon vulgaire. Ouais, c'est exactement ça. Comment ça se traduit, toi, au quotidien, dans ton approche avec les gens avec qui tu bosses? Le perso? Ouais. En fait, le point, c'est que de la même manière que quand tu veux monter un business et structurer un business, tu dois comprendre la vision et la mission de ce business. Tu vois. Je pense que tu dois faire pareil avec les gens. Et c'est plus facile pour moi d'accompagner les gens quand je les connais, quand je connais leur environnement, etc. En fait, la problématique qu'il y a, c'est que, comme je disais, chez Hypergrowth, on accompagne des dirigeants. Ouais. Et du coup, on sous-estime beaucoup l'impact de l'environnement chez les dirigeants. Et moi, j'appelle ça l'écosystème de croissance. C'est-à-dire que les 5 personnes qui t'entourent, il y a cette règle, tu vois, de 5 personnes qui nous entourent sont... Ouais. Enfin, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Moi, j'y crois beaucoup. Et ça paraît assez logique en même temps. Ouais. Mais en plus de ça, du coup, souvent, c'est important de le savoir parce que ta meuf, elle a un gros impact sur toi, consciemment ou inconsciemment. Même, c'est important de comprendre aussi c'est quoi tes références, tu vois. C'est comprendre qu'est-ce qui te motive dans la vie, tu vois. En fait, souvent, il y a un truc que Jobs disait beaucoup, c'est les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et globalement, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de réalité. Toi, tu es toujours bon pour conscientiser la phase émergée de l'iceberg et donc ce que tu veux de la phase émergée. Par contre, je pense que le rôle, en tout cas l'un de nos rôles, c'est d'en comprendre la phase immergée et donc de t'aider à mieux traduire ta propre mission, du coup. Et ça, les gens comme moi, très curieux, je dirais pas que c'est facile, c'est juste que c'est un skills, tu vois, que si on travaille bien, je pense qu'on peut développer. Parce que du coup, on est très attentif aux signaux faibles, en fait. Et du coup, moi, j'ai besoin du perso pour être beaucoup plus attentif aux signaux faibles, comprendre quelle typologie de personne c'est, à quoi il réagit ou à quoi il réagit pas, l'impact de sa compagne ou pas sur lui ou sur elle. C'est important parce que du coup, si tu vois, je sais que j'ai un dirigeant qui est avec une meuf, mais c'est passager. Par contre, la meuf, elle a un impact, enfin, elle a quand même une influence sur lui et que c'est un peu malsain, etc. Ça arrive, hein. Faut réussir à lui faire conscientiser cette chose-là pour qu'il mette pas trop d'importance dans les décisions de cette nana.
parce que ça va à l'encontre de ce que lui cherche vraiment. Mais il faut lui faire passer le message d'une façon où c'est pas moi qui n'aime pas ta copine, tu vois. C'est juste moi qui essaie de servir ta mission et qui constate que cette personne-là est un obstacle à toi, pas à moi. Et il faut que ce soit son idée. Oui, donc en fait, tu lui pousses à que l'idée vienne de lui-même. Exactement. Et c'est pas de la manipulation, parce qu'on m'a déjà dit en fait t'es un manipulateur. C'est pas de la manipulation. Moi, je dirais plutôt que c'est de la constatation. Tu vois. Oui. C'est quoi l'impact? Alors, comment est-ce que je pourrais le formuler? Donc, tu m'as dit que tu étais quasi marié? Ouais. Je dis quasi marié parce que j'ai pas le mariage en tant que tel. Mais je suis pacsé, etc. Oui. Et que la dernière fois dans un podcast, j'ai dit que j'étais marié et je me suis fait engueuler après par ma femme, du coup. Ok. Je dis que je suis quasi marié. Ok. Mais tu dis souvent quand même qu'elle a une place très importante dans ta vie? Nous, ouais, centrale. Et pourtant, t'es un entrepreneur, on le rappelle. Alors, j'aime bien donner des chiffres parce qu'en général, c'est des gens. Les chiffres font réagir pas mal les gens, mais donc on le rappelle 5 à 12 millions de valeurs générées, actuellement une grosse centaine de 4CA par mois. Et pourtant, ta meuf est une place centrale dans ta vie? Ouais. Est-ce que tu peux répondre à la question? Enfin, moi, je suis l'entrepreneur moyen et je te dis que les meufs, c'est un frein au business. Tu me réponds quoi? Que c'est pour ça que t'es un entrepreneur moyen. Mais c'est évident. Mais très fort, très fort. Il y a plusieurs éléments à ça. Tu vois, en fait, 5 à 12 millions, alors ça peut paraître énorme comme ça, oui. Mais en réalité, c'est sur 10 ans d'entrepreneuriat, donc oui. Tu vois, c'est pas grand-chose. Parler simplement de la création de valeur. Oui, mais justement, mais il faut comprendre, encore une fois, c'est quoi la mission, tu vois. Ouais. Et moi, ça, je veux le faire maintenant, dans les 2-3 prochaines années. Ouais. Et on est parti, tu vois, pour faire ça. Donc, je sers plus du tout la même chose. Donc, aujourd'hui, oui, ma femme, c'est le cœur du réacteur, on va dire, parce que sans la stabilité que elle m'apporte au quotidien et sans aucun intérêt à le faire, tu vois, même si c'est un intérêt de couple, mais aucun intérêt, tu m'as compris, me permet tout simplement de moi délivrer le maximum de ma valeur, tu vois, concrètement. Et ça, c'est ultra sous-estimé par tout le monde, je trouve. Ouais, moi, le discours de ta femme n'apporte rien dans ton business ou c'est un frein, c'est encore pire. Ça veut dire que soit ta femme, elle est flinguée, en fait, désolé, et que c'est pas aligné, soit, pas dans ton cas, mais oui, que le mec qui me dit ça, tu vois. Soit ça explique vraiment foncièrement pourquoi t'es mauvais dans le business, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, enfin, t'es mauvais. Pourquoi t'es moyen ou mauvais. Mais en fait, c'est juste des gens qui sont drivés par une image que je sais pas qui leur donne de il faut que tu sois un hard worker et que t'aies une morning routine et te lever à 6 heures, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Le secret du business, c'est l'équilibre. Tu vois. On tire pas sur les morning routines, s'il te plaît. J'aime bien les morning routines. Non, mais c'est une blague. Mais ouais. C'est bien d'avoir une routine. Ouais. C'est bien d'avoir une routine parce que ça te. Bien sûr que c'est bien d'avoir une routine, mais moi je rentre dans le stéréotype bien sûr. T'as une routine, tu dois faire du deep work pendant tant. Bien sûr que la routine c'est bien, bien sûr que le deep work c'est bien, mais il faut arrêter. Si on avait les clés du business, on serait tous multimilliardaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on essaie de mettre les gens dans des cases avec des trucs préconçus. Exactement. Mais non, pour revenir à l'histoire des femmes, je suis d'accord. Moi, ma meuf, c'est pareil. J'aime bien dire que c'est l'asset le plus important de mon business parce qu'en fait, elle apporte. Et tu sais, c'est marrant, mais je trouve qu'en fait, plus t'avances dans le business, plus les trucs qui ont un levier immense sur ton chiffre d'affaires, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est des trucs qui n'ont pas de ROI immédiat. Ouais, en fait, c'est ça, tu te mets à jouer avec des choses dont le levier est immense, et pourtant, il n'y a pas de... Genre, ta femme ne te rapporte aucun argent, mais en fait, elle t'apporte tellement de trucs qui font qu'après, t'es dans les meilleures conditions pour faire de l'argent. Ouais. En fait, c'est tu sais, c'est mort. Tu m'as offert le bouquin One Thing, tu m'as offert le bouquin One Thing hier. En fait... Dans le bouquin, alors je crois que l'idée principale, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est quand tu as 10 tâches à faire, tu réfléchis à la tâche qui a un levier sur les 9 autres. Ouais. Et en fait, moi, je suis en train de me dire, mais est-ce que du coup, faire attention à son perso, c'est pas ça le vrai one thing du business? Est-ce que c'est pas le vrai truc qui fait levier sur tout le reste, en fait, et qui n'a aucun ROI, mais qui t'en permet d'en faire 10, 15, 20 fois plus? Complètement. Mais je pense que c'est... Alors, je suis totalement aligné avec ça. Je pense que c'est du perso, par contre, hyper encadré, du coup. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, on cherche souvent à mettre de la discipline dans le pro, et je pense qu'on doit mettre de la discipline dans le perso. Ouais. Et ça joue aussi avec, du coup, 100% avec ta femme. Pour le coup, je pense qu'il y a des disciplines que tu t'appliques à toi. C'est-à-dire, en fait, si tu choisis bien ta femme, en vrai, ou si tu l'as choisie pour les bonnes raisons, plutôt, il n'y a aucune limite business possible, selon moi. Tu vois.
Et dans le sens, c'est plus en mode réaliser un rêve. Ça veut pas dire que parce que tu choisis bien ta femme, tu vas devenir millionnaire. Mais si ça l'est, t'as beaucoup plus de chances si ton rêve c'est ça, t'as beaucoup plus de chances de le réaliser avec une femme qui sert cet objectif-là. Et en fait, ça veut dire qu'elle te sert à toi. Et ça, c'est hyper important. Et hier, on parlait encore, tu vois, des relations avec intérêt, etc. Et moi, je me fais trop critiquer sur ça. Les gens sont jamais d'accord avec moi. Et pour autant, moi, je le dis ouvertement, je suis intéressé par ma femme. Et elle aussi, tu vois. Bien sûr. Et c'est parce qu'on sert le même objectif, la même mission ensemble qu'on est vachement meilleur, tu vois. Et puis même, la notion de lâcher prise, moi, elle m'a considérablement aidé à ça parce que moi, la seule chose qui m'importe, jusqu'à qu'on ait notre fille, la seule personne qui pouvait m'atteindre à un moment, c'était elle. Tu vois. Donc ça limite énormément, tu vois, les possibilités de m'atteindre. Ça me fait relativiser beaucoup plus vite sur les gens qui essaient de me nuire, entre parenthèses. Parce que quand on dit ça, on a l'impression que, tu sais, c'est des gens qui sont là en train de... Non, je suis pas une star, donc non, mais... Il y a toujours des gens un peu malveillants autour de toi, etc. Et en fait, le fait de te focus sur quelqu'un qui est bienveillant envers toi et d'être concentré sur ça, ça te permet de tout de suite déjà voir beaucoup plus facilement les gens qui ne le sont pas, et donc qui sont malveillants, ou qui desserrent des objectifs communs que toi tu peux avoir avec ta femme, etc. Et donc, ça te fait faire le tri, d'où d'où la discipline, tu vois, dont je parlais, la rigueur, on va dire, dans le perso. Et puis après, une fois que tu as ce lâcher prise, si la personne connaît ton objectif, qu'elle le sert avec bienveillance. Enfin, tu vois, moi là, j'ai passé 2 semaines en Thaïlande. Ma femme, elle est avec ma fille à quel moment tu peux plus servir, tu vois, un objectif que moi j'ai. Et elle s'est même pas posé la question. C'était en mode, ben, t'as envie de faire ça, t'as besoin de faire ça, c'est ton truc, tu vois. C'est des sujets qui ne se posent pas, tu vois. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais tu vois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais comment ça se fait que t'es là alors que ta femme, elle est là-bas? Et tu sais, demain, si elle veut se barrer, ben, fine, tu vois. Moi, je ferai la même dans l'autre sens. Et en fait, c'est marrant parce que du coup, on s'est pas posé la question, mais les gens nous posent la question. Donc les gens essayent de nous mettre dans un cercle vicieux, tu vois, dans lequel nous, on s'est pas mis. Tu vois, c'est pas parce que je fais ça que ça veut pas dire que je m'occupe pas d'elle et que je me préoccupe pas d'elle ou pas de ma fille. Et même, c'est tout l'inverse, tu vois. Moi, le truc, c'est que quand je suis avec elle, je suis avec elle. Je suis là, tu vois. Je suis pas en train de faire le faux mec sur mon ordi comme ça, en train d'essayer de gagner de l'argent et de pas le faire, tu vois. Et donc, c'est toute la différence. Je préfère passer des moments 100% avec elle et être vraiment 100% avec elle, avec un S, tu vois. Et réussir, et aussi être suffisamment et avoir l'opportunité de me concentrer sur moi pour pouvoir justement développer des choses. Parce que c'est un cercle vertueux. Si moi je suis bien concentré sur moi, je développe des choses qui ont de la valeur. Du coup, je crée de la valeur. Du coup, c'est bien parce que je prends aussi soin de ça. Elle, à côté, elle fait exactement la même chose. Elle a des moments où elle est concentrée sur elle. Elle crée de la valeur. C'est important pour elle, donc on sert une mission commune. Et puis surtout, on garde l'essence de notre couple qui est l'admiration qu'on a l'un pour l'autre. Parce que plus on crée de valeur, plus on s'admire mutuellement, plus notre couple il reste sain, tu vois. Et les gens ils oublient ça. C'est parce que tu dois avoir un enfant, tu dois te mettre dans une routine, rentrer comme un con à telle heure. Nous, notre enfant, ouvertement aujourd'hui, Sacha, c'est elle qui s'adapte à nous et pas l'inverse. D'une certaine façon, on s'adapte à elle parce que évidemment, tu vois, on n'est pas des parents inconscients, mais c'est elle qui sert notre objectif encore aujourd'hui parce que à partir du moment quand elle va grandir, ce sera à nous, tu vois, de servir à 100% son objectif. Et comment on va le faire si on n'a pas su créer de valeur ou si on n'est pas équilibré? C'est clair. Et c'est vrai, c'est pas trop galère, par contre, de tenir un business avec un enfant? Non, parce que j'ai la meilleure femme du monde pour ça. On va voir le podcast, vraiment... Non, mais ça, pour le coup, c'est un truc, je trouve, hyper sous-coté. Les darons, vous êtes les vrais héros de ce monde. Parce que avoir un enfant, ça a l'air d'être magnifique et l'enfer à la fois, genre. Mais plutôt l'enfer en termes d'énergie, tu vois, genre tu coupes tes nuits, tu vois, c'est le bordel, machin, enfin. Mais tu sais, quand t'es un homme, t'as zéro mérite. Honnêtement. Moi, encore une fois, c'est pas pour lui faire plaisir, mais franchement, je suis d'accord. Marion, elle a tout le mérite. Genre vraiment, moi, je suis éclaté à côté d'elle. Parce que elle est tout autant, voire même, elle bosse de manière beaucoup plus intensive que moi, puisqu'elle est chirurgien dentiste. Donc elle, quand tu vois, genre quand elle fait un truc, elle peut péter les dents des gens. Tu vois, on n'a pas le même niveau de dangerosité dans notre métier. Et pour autant, tu vois, crois-moi, je suis éclaté à côté d'elle. Elle est beaucoup plus investie. En fait, c'est même pas que je veux pas. Tu vois, c'est comme ça, tu vois, par nature. Et au-delà de ça, franchement, je pense que ça va. Tu vois, genre, je suis investi quand même. Mais honnêtement, encore une fois, encore une bonne raison de choisir une femme
Incroyable, ouais. Ouais, de bien choisir la femme avec qui tu partages ta vie, parce que dans tous les cas, elle joue un rôle, mais prépondérant de ouf dans tes enfants, tu vois. Enfin, chez tes enfants. Et c'est important pour un mec parce que moi, je suis pas trop dans le truc de. Évidemment que tu peux t'occuper de tes enfants en tant qu'homme, etc. Genre, j'ai zéro sujet sur ça. Mais il y a un lien entre une mère et un enfant qui est imbattable. Bah, l'instinct maternel, c'est plus chimique. Enfin, c'est chimique, tu vois. C'est vraiment. Tu peux pas. Et t'as plein de pères qui ont envie de croire, tu vois, et qui essayent de faire croire. Mais moi, j'y crois pas, tu vois, c'est faux, c'est impossible. En plus, moi, c'est une fille, donc je sais qu'il y a ce truc, tu vois, entre les filles et leur père, entre les pères et entre les garçons et leur mère, etc. Ça, je le sais, moi, j'ai ce truc avec ma mère aussi. Mais, et donc, je sais que je vais avoir ça avec ma fille, mais n'empêche que le niveau d'investissement de ma femme dans notre famille, globalement, il est incomparablement, même si je passais toute ma journée concentré à la maison, rien qu'en 10 minutes, elle a plus d'impact que moi en 4 heures, tu vois. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Ok. Et oui. Et les femmes entrepreneurs ou à leur compte sont largement mamans sont largement sous-cotées. Ça, je suis totalement aligné. Ça, c'est un sujet, en vrai, il est long à développer, mais je trouve que les meufs dans le business, et moi, pareil, ma meuf, elle est dans le business aussi. Je trouve que à accomplissement égal, il y a plus d'efforts à fournir de leur côté. Mais bien sûr. Franchement, c'est gros respect. Ça devient un avantage. Après, dans l'entrepreneuriat maintenant, je trouve que ça devient un avantage et c'est très bien. Et je trouve qu'il faut le reconnaître. Mais je trouve ça très bien. Genre, c'est pas un truc. Mais il y a un truc. Ça devient un avantage parce que les mentalités s'ouvrent beaucoup. Et tu vois, les meufs au service d'autres meufs, par exemple, ça ouvre des opportunités qui sont intéressantes parce que pendant longtemps, on a socialement trop considéré que les femmes étaient en gros faites pour être à la maison. Et donc, c'est très bien parce que ça fait évoluer les mentalités. Après, moi, j'aimerais bien que ce soit pas une finalité en tant que telle. Oui. Et que ça devienne un vrai truc où t'as vraiment plein de master women, tu vois, qui sortent des vrais trucs. Après, t'en as, hein. Aujourd'hui, t'as des Cody Sanchez, enfin, tu vois, même à l'échelle française, hein. T'as des sacrés entrepreneurs, hein. Tu regardes Kelly Massol qui a fait Les Secrets de Loli. Même si moi, je trouve que elle a un personnage un peu exagéré, mais globalement, masterclass, tu vois, ce qu'elle a fait. Et pas que chez les entrepreneurs, t'en as, même dans les plus jeunes, tu vois, qu'on voit beaucoup. Si on prend pas niveau cash, mais qu'on voit beaucoup, t'as Sixteen, tu vois, que moi j'ai reçu d'ailleurs en podcast, qui a genre 23 ans, tu vois, qui a monté le crayon, qui est une belle boîte, tu vois, t'as les meufs de Dijon, Anouk et Lisa, pour moi, masterclass, pareil, tu vois, Eva de Sova, enfin, des boîtes, enfin, je sais pas, moi je trouve, d'ailleurs, tu vois, j'ai beaucoup de clientes, j'ai beaucoup de femmes dans mes clients, et je suis très, très content de ça, tu vois. Trop stylé. Magnifique. Du coup, en vrai, on voit que tu as une grosse capacité d'analyse et que c'est globalement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qui te permet de faire de l'argent en vrai à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas que ça, mais c'est le levier principal. Clairement. Est-ce que tu as un schéma de prise de décision? Est-ce que tu as un process d'analyse, presque inconscient ou pas, que tu peux nous expliquer et qui fait la différence? Je pense qu'il est très inconscient. C'est-à-dire que, dans le sens, en fait, est-ce que je l'ai déjà modélisé? Non. Tu vois, je l'ai pas vraiment modélisé. Après, c'est un truc que, en fait, mon unfair advantage, du coup, je refais écho à ce que tu sais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je travaille ce schéma d'analyse de par ma curiosité depuis que je suis tout petit. Tu vois. Donc, en gros, j'ai pas trop de schéma, mais ça dépend des sujets. Mais moi, j'ai tendance à toujours switcher. En fait, je pense que l'une des spécificités de mon schéma d'analyse, c'est que j'arrive très bien à mapper mentalement, on va dire globalement une discussion, et je switch beaucoup je vais toujours jouer un peu sur deux tableaux quand je cherche des informations, parce qu'en fait, alors, on va le prendre comme de la manipulation, ce que je veux dire, mais pas du tout, c'est juste un schéma pour réussir à tirer un maximum d'informations. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en tout cas dans le pro, mais moi c'est vrai que du coup j'ai un peu le biais parce que je le fais aussi beaucoup dans le perso, mais du coup comme j'ai beaucoup besoin de savoir un peu d'infos, etc., que je suis hyper curieux, etc., quand tu demandes des infos tout le temps sur un même sujet, la personne elle a le temps elle aussi de mapper ce qu'elle dit, donc elle bride beaucoup de choses. Et moi mes objectifs quand je discute avec quelqu'un ou que j'ai besoin d'avoir de l'info, et encore une fois il faut rappeler l'objectif, moi mon objectif c'est de découvrir la phase immergée de l'iceberg, donc il faut que j'aille au-delà de ce que tu me dis. Ou que j'arrive à te faire dire des trucs que tu me dis pas parce que tu les conscientises pas et que tu les mappes pas. Donc en fait c'est un peu ça, c'est que d'ailleurs on m'a souvent pris pour un manipulateur parce que j'essaye de
sortir du mapping que toi t'as dans la tête et d'aller plus loin. Mais le truc, c'est que c'est mon travail de faire ça. Oui. Donc c'est pas vraiment de la manipulation, mais bon, peu importe. Globalement, du coup, moi, je switch beaucoup de sujets parce que du coup, ça me permet d'avoir de l'information en même temps sur deux sujets. Et toi, en fait, comme tu réfléchis de l'autre côté, bah, tu mappes un sujet, puis l'autre, puis un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Et donc, du coup, tu perds les frontières, on va dire, de ton mapping. Et donc, du coup, tu libères des trucs que tu n'aurais pas pensé. Tu vois, tu penses à des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, etc. Ça crée un schéma, en fait, de réflexion chez toi. Ça crée un mapping un petit peu différent. Et du coup, ça te permet de réfléchir plus globalement, etc., de sortir un peu de ta zone de confort. Et moi, de ta zone de réflexion. Et donc, d'étendre un petit peu tes limites. Et donc, du coup, tu libères des trucs. Ça veut pas dire que tu maîtrises plus ce que tu dis. Ça veut juste dire que, du coup, tu dis des trucs auxquels tu n'aurais pas forcément pensé, tu vois. Et du coup, tu libères plus de signaux un peu faibles. Et moi, ça m'aide derrière, tu vois, pour mapper, pour creuser plus de certains sujets, etc. Je pense que si on devait décrire un peu ou schématiser ma façon de réfléchir, c'est ça. Mais alors, c'est vraiment step one, tu vois. Après, je sais pas, moi, j'ai pas trop de problème avec l'inconfort. Et donc, du coup, si tu veux, le secret d'une négociation globalement, c'est celui qui gagne, c'est celui qui est le plus à l'aise dans l'inconfort. Ouais. Et moi, je suis très à l'aise avec l'inconfort. C'est-à-dire que, tu vois, ben, très récemment, on m'a demandé ce que je pensais, enfin, une meuf m'a demandé ce que je pensais de son mec, tu vois. Ouais. Moi, je lui ai clairement dit ce que j'en pensais. Ouais. Alors que ça peut être très inconfortable pour beaucoup de gens. Mais pour moi, ça l'est pas du tout. Parce que, ça l'est pas du tout. Je disclaim à chaque fois. Attention, c'est que ce que je pense, tu vois. Enfin, et si je te le dis, c'est sollicité, donc je te réponds, mais faut pas te vexer, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça permet aussi, du coup, d'ouvrir des sujets. Parce que tu vois, typiquement, quand tu discutes avec quelqu'un que tu connais pas, qui te pose cette question, bref, que tu arrives sur des sujets comme ça, et que toi, tu donnes ton vrai avis, en fait, tu vas chercher des points de raccord chez cette personne. Cette personne sait que ce que tu dis est pas vraiment faux, tu vois. Et donc, du coup, ça la désinhibe sur certains sujets. Et donc, elle parle. Alors que il aurait pu se passer un tout autre scénario où toi, tu disais, ah, j'adore. Et voilà, c'était fini. Et du coup, tu crées rien avec cette personne, tu vois. Ou dire, ah ouais, non, bah, tu sais, après, moi, je suis un peu spécial, etc. Moi, non, c'est, bah, écoute, en vrai, moi, j'ai pas compris ça. Et comme tu raccroches des wagons chez la personne, elle libère des trucs sur ce sujet parce que elle t'a sollicité, ou inversement, même si c'est toi qui as sollicité, t'as raccroché des wagons avec lesquels elle est d'accord et qu'elle remet en question, potentiellement. Et donc, du coup, bah, ça libère la discussion, quoi. Putain, tu m'as eu là. Pourquoi? Parce que moi, je trouvais, en gros, l'histoire de double mapping, je le trouvais hyper intéressant. Ouais. Et en fait, c'est trop smart. Et parce que si tu veux, c'est un gros sujet. C'est ce que j'allais te demander. Moi, j'ai le même souci, entre guillemets. C'est qu'en fait, je peux pas me contenter de la première version, de la V1, de ce que les gens me racontent. En fait, toujours une V2, une V3. Et la V3, faut aller la chercher. Et soit tu vas la chercher par ta finesse d'analyse parce que tu connais les patterns et donc du coup, t'es en mode, il réagit comme ça, j'ai déjà vu 10 000 fois, voilà. Ou soit tu amènes subtilement la conversation pour qu'elle te dise des choses qui servent la discussion. Ouais. Et c'est un jeu hyper subtil. Et d'ailleurs, tu l'as fait avec moi. En fait, en l'expliquant, je me suis dit, putain, il l'a fait avec moi. Il est très, très fort. Et surtout, c'est quelque chose que globalement, tu es obligé de faire avec la plupart de tes clients. Parce qu'en fait, tu es obligé de comprendre les raisons cachées qui vont pas derrière ce qui les bloque, en gros, dans leur croissance. Et c'est assez ouf, en vrai. Après, c'est pas un truc que je contrôle, hein. Dans le sens, tu en as expliqué quand même, donc c'est déjà huge, hein. Ouais, mais je l'ai expliqué parce que là, je l'ai mentalisé. Tu vois, je l'ai schématisé dans ma tête. Ouais. Mais c'est naturel chez moi. Bien sûr. Mais c'est ça qui est assez incroyable parce qu'en fait, c'est naturel chez toi, mais tu viens de me l'expliquer. Du coup, maintenant, j'ai totalement compris le truc. Et ce qui permet, en fait, tu vois... Alors pareil, du coup, je comprends pourquoi tu as dit plusieurs fois qu'il fallait pas comprendre ça comme de la manipulation. Je pense que les gens, globalement, connaisseurs du sujet vont comprendre, tu vois. Et les autres, tant pis. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut... On est dans un métier où, en fait, il faut aller chercher la V2, la V3. Exactement. Que les gens, ils te disent la version qu'ils ont envie de te dire et pas la version qui sert à faire avancer le schmilblick, tu vois. Complètement. Et ça, en fait, mon avantage, c'est que je travaille depuis que je suis né, justement, depuis que je suis tout petit, parce que je suis curieux. Et donc, du coup, moi, je me satisfais jamais d'une V1, tu vois. Ma question préférée, c'était pourquoi, tu vois. Quand j'étais petit, tu vois, c'est pourquoi, parce que je veux comprendre, tu vois. Et donc, tu peux pas me dire, les États-Unis, c'est le plus beau pays du monde. Ok, pourquoi? Tu vois, explique-moi. Bah oui, parce que les V1, ça me saoule, tu vois. Il me faut une V 40 000 pour avoir des arguments pour tout, etc. Mais j'ai toujours cherché à tout comprendre. Et donc, du coup, c'est pareil, d'autant plus pour des clients. D'ailleurs, c'est ce qui fait ma force, tu vois. C'est que, en fait, moi,
pose tellement de questions, j'essaie tellement de comprendre, etc., qu'en fait, les gens commencent à se poser eux-mêmes les bonnes questions. C'est ça aussi. Ouais, et t'as vu des exemples comme ça de clients que t'as débloqués? Parce qu'en fait, au final, j'ai l'impression que toi, dans ton taf, où t'apportes quand même pas mal d'aspects business, en fait, ces aspects business, ils viennent se plug à partir d'une base que tu vas déjà toi-même triturer en amont, non? En gros, t'es obligé d'aller triturer les vraies raisons des blocages. Parce qu'en fait, si jamais tu viens plugger, je sais pas, moi, genre X conseils sur la strat d'une boîte, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est que, je sais pas, genre, il y a un blocage mental, en fait, t'es obligé de l'avoir avant. Il y a toujours un blocage mental. Ouais. Toujours. Toi aussi, oui, par exemple, tu vois. Bien sûr. Il y a toujours des blocages. Mais moi aussi. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, demain, mon coach, il va me casser 1000 blocages que j'ai encore. C'est certain. Et tu vois, justement, c'est ce que j'aime pas dans les podcasts, c'est que t'as tendance à passer pour la personne qui a tout compris, tu vois. Oui. Alors oui, que trop vrai. pas. Mais loin de là, vraiment. Mais le point, c'est que, ouais, effectivement, il faut triturer en amont. Les kick-offs, c'est toujours moi qui les fais chez Hypergrowth, même si c'est pas moi après qui est l'operating partner. C'est toujours moi qui fais les kick-offs, justement pour ça. Parce que c'est ma zone de génie. Tu vois, genre triturer, etc., comprendre les V1, V2, V3, V8, tu vois, et réussir à mapper vraiment la personne et à dire, OK, en fait, lui, il est comme ça. C'est moi qui le fais. Et après, ben, toi, du coup, t'y es pas encore arrivé dans le programme, mais je fais passer une experte qui fait du process com, qui profile, en gros, les clients. Et ça me permet à moi de savoir, ouais. Et ça me permet à moi de comprendre leur profil de communicant et leur zone de stress, leurs forces, etc. Et de mieux les accompagner derrière. Parce que justement, comme je te disais, il y a tout un aspect, même si moi, je suis pas mal à l'aise dans l'inconfort, je suis devenu bon pour rendre des choses inconfortables confortables pour les gens. Parce que je suis une bonne épaule, on va dire. Et je deviens vite un tiers de confiance. L'avantage d'être à l'aise avec l'inconfort, c'est que assez vite, tu passes pour quelqu'un de... Moi, d'ailleurs, tu vois, hier, Sophia disait ça hier, et je suis assez d'accord avec elle, même si avant je reconnaissais pas ça. Moi, je care beaucoup, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu sens beaucoup que c'est parce que je me soucie de toi. Et du coup, mon inconfort, il vient pas de je te critique, il vient de je prends soin de toi, en fait. Et je sais que mes clients aiment trop ça. Parce que c'est un côté de, c'est pas genre je critique et machin, c'est je critique constructivement, constructivement, mais pour prendre soin de toi. Et donc de ton business. D'où le perso pro, tu vois. C'est je prends soin de toi, du coup tu deviens meilleur, tu vois, j'ouvre en gros des voies auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, et donc bah, ça donne plus d'opportunités à ce que tu fais, tu vois, derrière. Est-ce que tu n'es pas en train de dire que ce qui fait la force de ton... Alors, je vais redire coaching business, mais on a compris. Ce qui fait la force de ton coaching business, c'est précisément ton aspect humain? Si, mais complètement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit que, tu vois, tu pouvais jouer un très gros rôle dans ce qu'on voulait faire avec Hypergrowth, parce que, en fait, typiquement, tous les programmes business se concentrent sur OK, j'ai un problème de sales, OK, je ramène quelqu'un, on fait des sales. Ça, c'est l'aspect. Tu vois, toutes les boîtes que tu vas trouver, je vais pas les citer parce que ça servira à rien, mais tous nos concurrents sur le marché, c'est bonjour, j'arrive pas à vendre, j'ai besoin de créer un funnel, etc. Machin. Mais OK, pourquoi tu crées ton funnel déjà, tu vois? Et c'est quoi le but, premièrement? Et au-delà de c'est quoi le but, tu vois, la dernière fois, j'ai discuté avec une meuf, ça m'a tué. Une meuf, c'est une influenceuse LinkedIn, etc. Genre, je sais pas combien de milliers d'abonnés. Et donc, grosse communauté. Elle monte un truc et tout, et elle me dit, oui, là, je vais créer un funnel, faire du setting sur LinkedIn. OK, tu les emmènes où? Ah, ben, tu vois, elle bug, et elle me dit, ben, je sais pas, sur une landing page. OK, elle parle de quoi et pourquoi, en fait? Ah, ben, je sais pas. Je dis, mais attends. Et un process avancé avec un de nos concurrents. Et elle allait signer, quoi, tu vois. Et je dis, ah, OK, ben. Et tu vois, toute seule, elle m'a dit, mais attends, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça, tu vois. Et c'est ça, le problème des programmes business, c'est qu'en fait, avant de savoir qu'est-ce qui est bien pour ta boîte, déjà, c'est pas parce que tu arrives dans une problématique. Enfin, si tu veux, nous, quand on arrive, moi, si tu viens me voir avec une problématique, moi, je pars jamais du principe que tu as raison dans ta problématique, que c'est vraiment ta problématique. Et pour comprendre ta vraie problématique, il faut que je m'intéresse à qui t'es, comment tu es, etc. Qu'est-ce que tu penses vraiment, et donc que je triture. Donc, évidemment que la façon, le positionnement, la posture de base du dirigeant, elle va conditionner tout le succès du programme derrière et de ton business, en fait. Tu vois. Et je connais des entrepreneuses, je pense à une en particulier, qui sont montées à des 5 millions de chiffre d'affaires et qui sont le plus gros obstacle de leur boîte. C'est ouf, ça. Mais tu vois, en plus, il y a un biais. Parce que les gens, ils vont te dire, ouais, mais elle a fait 5 millions. Ouais, mais même, tu sais, là, j'ai une de mes clientes qui doit faire 1,5 million, 1,6 million, un truc comme ça, et qui est bloquée depuis genre 5 ans, tu vois. Et avec une belle boîte, hein, en vrai, un beau truc et tout. Et
on se rencontre, on discute et tout, et elle me dit, bah ouais, mais moi, ça fait 1 an, enfin, ça fait 5 ans que je suis bloqué, et là, j'ai des problématiques et tout. Et en fait, tu vois, là je lui en call, donc ça fait un moment, hein, parce que je l'ai depuis juillet, on a mis en place plein de trucs, etc. Et là, elle m'a dit, en fait, je me rends compte que là, en 7 mois d'accompagnement, tu m'as fait faire 15 ans d'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Genre, en termes d'évolution mentale, tu vois. C'est quelqu'un, genre, c'est pas une meuf de 30 ans non plus, mais peu importe. En fait, elle a une posture, d'ailleurs, je sais même pas quel âge elle a, mais elle est un peu plus âgée, elle doit être dans la cinquantaine, un truc comme ça. Mais elle a une posture de réflexion aujourd'hui d'une meuf de 30 ans, tu vois, en termes d'entrepreneuriat, etc. Ouais. Elle a repris une posture comme ça parce que je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai passé mon temps à lui dire, mais d'où tu sors ça, tu vois? Enfin, pourquoi ça, c'est une règle pour toi? Pourquoi tu dois faire comme ça? Qu'est-ce qui t'oblige à faire comme ça? Enfin, tu vois, déconstruire des choses. En fait, elle s'est rendue compte que personnellement, elle se limitait elle-même. Ouais. Qu'elle avait prédéfini des trucs et que du coup, elle avait décidé que c'était ça, c'était comme ça qu'elle devait faire son business. Alors que tu vois, au final, là, elle a triplé son CA, tu vois. Et le pire, c'est que du coup, nous, on en récolte les bénéfices, alors que c'est elle, tu vois, qui a réussi. Oui, je l'ai débloqué. Oui, t'es le levier, en fait. C'est toujours pareil. Bien sûr. Mais sans elle, il y a rien. Tu vois, c'est comme tous les dirigeants. Moi, j'ai grave du mal à revendiquer des succès, tu vois. Par exemple, c'est vrai que t'en parles pas beaucoup. Mais j'ai du mal parce que je pars du principe qu'on y a participé, mais je peux pas dire grâce à moi, tu vois. Exemple typique, Pureva, qui est un de mes meilleurs exemples, avec qui j'ai fait un podcast aussi. Et eux, exemple de malade, tu vois. Enfin, les mecs, ils ont fait plusieurs millions d'ARR en genre 6 ou 7 mois. Et nous, on les accompagne depuis presque 6 mois maintenant. Donc maintenant, ça va faire 1 an. Il faut que j'arrête de dire 6 ou 7 mois. Donc ça fait à peu près... Là, ils ont atteint plusieurs millions d'ARR en 9 mois, du coup, à peu près. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, tu vois, eux, c'est des exécutants de malades, ils sont à fond dans le truc et tout, et je les débloque, je sais que je les débloque, je le vois, tu vois, ils le savent aussi, tu vois, ils savent pourquoi ils payent, etc., genre hyper alignés, mais pour autant, moi je peux pas dire, grâce à moi, ils ont fait de 0 à 2 millions, enfin, un peu plus d'ailleurs, mais tu vois, j'arrive pas à dire ce truc, parce que pour moi, sans eux, il y a rien, par contre, peut-être que sans moi, ils atteindront jamais les 10, aussi, tu vois, peut-être qu'ils se seraient arrêtés à 4. Ouais, mais c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant, parce qu'en fait, en gros, tu accompagnes des gens dans une phase très spécifique, et tu viens plug un truc très... Encore une fois, alors, j'allais dire, c'est comme le perso, ça vaut plus le coup de s'y intéresser de 1 à 10 que de 0 à 1. En vrai, c'est totalement faux. Mais c'est vrai que c'est une phase où t'es vraiment genre... J'aime bien donner cette analogie, où en gros, personne vit la même vie. On vit tous la vie selon notre propre prisme, tu vois. C'est genre le filtre qu'on met, et le filtre, c'est tes expériences, ton vécu, tes croyances, tes machins. Et en fait, t'as une scène et t'as autant de vues différentes qu'il y a de gens. Et donc, tu vois, on parlait des barrières mentales. En gros, si t'es aux US, tu fais 500, tu dis, bon, bah, je commence tout juste et yallah, on va se dépêcher. Et en France, tu dis, ok, bon, bah, je suis le king, servez-moi les petits fours, tu vois. Et ça, c'est vrai que complètement. C'est ouf. Parce que moi, je me rends compte de plus en plus, tu vois, c'est vraiment... commencer par switcher le perso, parce qu'en fait, c'est le levier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, par contre, du coup, toutes les implémentations business, tes operating partners, et globalement toutes les compétences que tu vas mettre en place, elles auront du coup d'autant plus d'effet. Et en gros, là où elles auraient fait x1,5, bah, grâce à un taf fondament sur le perso, elles font x10. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est ouf. Complètement. Tu vois ? Mais et puis de toute façon, c'est assez ouf parce que les gens se mettent des barrières mentales de ouf, et tu vois que leurs propres barrières personnelles impactent directement leur business, du coup. Ouais. Tu vois, et ça, c'est ce qui est logique, hein, en soi, dans le fond, tu vois. Mais du coup, c'est dommage parce que tu as des business, tu vois, je vais reprendre Pureva, c'est un bon exemple parce que c'est un business qui est à échelle mondiale, tu vois. Il y a peu de e-commerce qui peuvent scaler avec une seule brand à l'échelle mondiale, devenir des licornes. Pureva, ça m'étonnerait pas du tout que ce soit le cas, tu vois. Et typiquement, en fait, moi, je passe mon temps à leur dire, le plus gros frein de Pureva, c'est vous. Alors qu'ils sont en hyper croissance, tu vois. Et ils savent très bien qu'ils sont à la fois les inhibiteurs et à la fois les freins aujourd'hui. Mais tu vois, pour eux, au tout début, c'était inenvisageable de sortir tout de suite de France, tu vois, ou d'aller lever de l'argent à l'étranger, etc., etc. Alors, je dis pas que ça va être facile, je dis pas que c'est possible. Enfin, si. En fait, c'est exactement ça. Je dis pas que ça va être facile, c'est juste que c'est possible. Et que si tu commences pas par partir du principe que c'est possible, c'est sûr que ça arrivera jamais, par contre. Ouais, c'est clair. Mais comment tu fais parce que tous tes clients n'ont pas le même niveau d'éducation. Parce qu'il y a vouloir jouer sur le perso, et il y a eux qui te disent non, mais laisse-moi tranquille, file-moi des KPI, tu vois. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Ouais, dans ce cas-là, c'est pas mes clients, déjà. Je les sors en général.
Ça, c'est un truc hyper important aussi, sortir les gens au bon moment et suffisamment vite. Après, ça dépend un peu du niveau d'éducation ou des signaux faibles que je perçois. J'ai un client dernièrement qui est assez jeune, qui a une boîte qui fait vraiment des belles boîtes, qui fait vraiment des beaux chiffres. Mais là, c'est plus une question de maturité personnelle et de maturité professionnelle aussi. Donc là, c'est différent. C'est plus de... Il faut du temps, tu vois, plus d'écoute, plus d'attente. Et en fait, ce qui est le contre-pied, c'est que le temps veut dire qu'il me paye plus aussi. Donc, il faut des résultats plus forts. Tu vois. C'est un peu cette difficulté. Mais après, il n'y a pas vraiment de règles. Moi, je m'adapte. Par contre, les gens qui sont... nous, on est quand même assez data-centric, hein, honnêtement. Mais après, les gens qui veulent qui sont trop en mode... En fait, moi, j'ai un problème avec le complexe de l'ego. C'est que moi, j'ai pas d'ego envers mes clients. J'ai pas d'ego envers ma boîte non plus. Même si je connais nos qualités, je connais mon propre savoir, j'ai confiance en moi. Mais pour autant, j'estime pas que je suis le meilleur du monde. Tu vois. Donc, et je suis là pour t'apprendre à réfléchir différemment. Tu vois. Mais je dirais même pas t'apprendre. Justement, je suis pas là pour t'apprendre. Je suis là pour t'influer. Tu vois. Enfin, t'insuffler, je voulais dire. T'insuffler une autre façon de penser. Tu vois. Être un peu ton miroir. Et donc, du coup, si t'es pas prêt à recevoir ça, t'es pas mon client. Tu vois, genre, pars. Tu t'es juste trompé d'endroit. Et les gens qui viennent nous voir que pour qu'on fasse de l'opérationnel, déjà, aujourd'hui, c'est pas notre spécialité, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un vrai biais business aussi, tu vois. Moi, j'ai plein de prospects qui sont en mode, oui, mais donc, du coup, si je rentre dans ton programme, on va charbonner. Mais tu veux charbonner pour aller où, tu vois, encore une fois. Oui, bien sûr, mais pour aller où, tu vois. Et souvent, les gens, ils sont en mode, oui, mais du coup, moi, je suis pas prêt à payer tant. Tu vois, ça m'est arrivé, tu vois, j'ai des prospects qui me disent, oui, mais du coup, ça veut dire que sur les 3 premiers mois, on est dans l'observation. Non, pas du tout. C'est juste que pendant 1 mois, on va discuter, mais si on discute pas, on va charbonner comme des cons pour aller nulle part. Donc, on va discuter, et après ça, on va identifier ton process le plus critique. Là, on va régler ce problème, on va mettre en place une méthodologie de résolution, et à partir de là, on va adresser les autres. Donc, on va charbonner. Et oui, au final, c'est pour ça que je vends un programme d'1 an, c'est pour ça que je dis pas, en 2 mois, tu vas passer de 0 à 20 000, tu vois. Enfin voilà, c'est pour ça que je fais de la temporalité, c'est pour ça que je marche au mensuel, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'engagement, c'est parce que, tu vois, mais c'est comme dans le couple, pour moi. Moi, j'essaye d'annihiler toutes les problématiques qu'il peut y avoir. C'est dès le début, tu vois, genre, avec ma femme, quand on s'est mis ensemble, on a tout fusionné. Moi, je veux pas de sujet d'argent. Tu vois, il y a pas d'argent. Il y a pas de sujet, tu vois. Si un jour c'est moi qui suis dans la galère, tant mieux, tu vois, t'as les mêmes ambitions que moi, tu gagnes bien ta vie, etc. Donc, tant mieux, tu feras support, tu vois. Et si toi, tu veux arrêter, t'es dans la galère, quoi qu'il se passe, tant mieux, je ferai support, on est là l'un pour l'autre, tu vois. C'est ensemble ou pas. Et moi, c'est pareil avec mes clients. Tu vois, tu peux partir du principe que moi, je suis avec toi. Je rentre dans ton, tu vois, je suis dans le bateau avec toi. Si à un moment tu veux partir parce que mon bateau il te convient plus, pars, y a pas de problème, tu vois. Je comprends. C'est clair. C'est hyper intéressant, en vrai. Mais surtout qu'en plus, moi, tu vois, je relate. Alors, les gens vont m'insulter parce que je fais du franglish, mais j'ai pas d'autres mots. Avec ce que t'as dit, parce que moi, j'ai parfois fait l'erreur aussi à mes débuts, tu vois, d'aller trop dans l'action. Un peu trop. Pourtant, en vrai, c'est quand même le passage à l'action qui compte, mais un peu trop d'action. Et au bout d'1 ou 2 mois d'exécution, donc sur le perso, mais quand même de l'exécution, on se dit, attends, on est allé un peu vite. On a oublié, tu sais, genre l'éléphant dans la pièce, tu vois. Genre, on a oublié le truc le principal, en fait. On passe à côté, là, depuis 1 mois ou 2 mois. Alors qu'en fait, c'est ça le vrai levier qui va te faire exploser. Et on essaie de ramer un peu dans... Tu vois, on essaie de mettre des coups de poing dans l'eau alors qu'on aurait pu commencer par apprendre à nager, tu vois. Et du coup, c'est vrai que t'as raison. Et c'est une erreur qui est hyper fréquente et en fait qui est instinctive parce que, en gros, on t'apprend à bourriner, mais on t'apprend pas à... Enfin, j'ai l'impression qu'on t'apprend plus à bourriner qu'à réfléchir dans l'entrepreneuriat en ce moment tel que les messages passent. Tu vois, c'est quelque chose... Tu vas prendre le temps. Ça, c'est un truc que les gens savent plus faire. Tu vois. Prendre le temps, c'est un truc... ça, tu leur annonces... Même moi, à mon échelle, je leur dis 3 mois. Il y a des gens, ils sont en mode, putain, c'est long, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est aussi parce que tu as besoin de... Ce qui est vrai, c'est que quand t'es pas entrepreneur, à l'origine, ou que t'as pas un peu... C'est plus facile d'en parler, je pense, quand ça fait plusieurs fois. Du coup, t'as plus d'expérience, mais au tout début, t'as besoin de bourriner. Parce que t'as besoin de casser tes propres barrières mentales tout seul, tu vois. De commencer à comprendre déjà que quand tu fais ça, tu gagnes ça, tu vois. T'as besoin aussi de ce truc-là. Donc, c'est vrai que c'est bien de bourriner au début, mais il faut réussir vite à switch, tu vois, et à passer dans la phase de, OK, mais méthodiquement, comment on fait, etc. Et même, moi, je vois plein de boîtes qui marchent bien, tu vois.
et où les mecs ou les nanas à la tête des boîtes, ils pensent pas, ils réfléchissent pas, tu vois. Ils voient juste que ça marche bien et ils refont, tu vois, ils refont. Mais c'est parce que c'est une zone de confort. Ouais. Tu vois, c'est tout. Ok, donc, là, en gros, si je résume, t'as une boîte d'operating partner. Ouais. Tu aides des dirigeants à scaler leur boîte en hyper croissance via des leviers. Alors, je t'ai pas trop lancé sur l'aspect business, mais tu as un certain nombre de leviers business que tu pousses auprès de tes clients et d'expertise que tu pousses auprès de tes clients. Exactement. Tu peux les rappeler rapidement parce que je crois pas qu'on l'a abordé. En fait, le modèle, c'est que nous, on va pousser un operating partner qui correspond à ton business. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour rappel rapide, dans l'operating partner, du coup, c'est vraiment le mix entre un coach, un mentor et un problem solver. Ouais. Et l'idée, c'est que on va pousser donc jusqu'à maintenant, moi, j'ai beaucoup été operating partner. Là, dans la croissance de la boîte, ce que je fais, c'est que je pars du principe que pour être un bon operating partner, il faut avoir une compétence terrain aussi. Et donc, du coup, une agence de recrutement, on va pousser des entrepreneurs en poste ou anciens entrepreneurs, du coup, dans cette verticale-là, pour prendre ce poste d'operating partner. Le rôle de l'operating partner, c'est d'être ton miroir, de t'aider à construire une roadmap et de t'accompagner. Et donc, c'est lui qui est dans le bateau avec toi, en gros. Le seul point, c'est qu'à des moments, il va se passer des trucs dans ce bateau. Le bateau, il va perdre, je sais pas, une planche, un truc comme ça. Et nous, en fonction des process critiques sur lesquels on va devoir bosser, on va pousser des experts qui vont, selon le format que tu as choisi dans l'accompagnement, soit faire un audit avec toi, te sortir une roadmap et toi, tu vas pouvoir réparer toi-même, soit tout simplement venir faire cet audit et réparer eux-mêmes, du coup. Ça dépend un peu du format. Et les verticales qu'on adresse le plus, ça va être sales, forcément beaucoup, le recrutement, parce que j'ai de plus en plus de clients, et ça c'est très bien, qui veulent créer des petites boîtes avec des gros chiffres. Ouais. Donc peu de personnes, mais de gros chiffres, et donc il faut beaucoup de top players, vraiment. Donc on a beaucoup de sujets de recrutement, on a beaucoup de sujets de financement, forcément. Ouais. On a énormément de sujets de système et de data, normal, parce que ça correspond vraiment à la phase de croissance. Et voilà. Après, on a beaucoup d'optimisation, parce que comme j'ai pas mal d'e-commerce, j'ai beaucoup d'optimisation en mode CRO, par exemple, copywriting, etc., sur toutes les séquences et tout. Donc, on a pas mal de sujets un peu market, on va dire. Et voilà, mais au final, on est capable, en vrai, d'interagir un peu sur toutes les verticales, parce qu'on a un réseau d'experts, mais hyper sélectionné. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à avoir 150 personnes. On en a une trentaine aujourd'hui d'experts, avec lesquels on bosse fréquemment, voire tout le temps, en soi. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de venir, selon tes besoins, réparer le bateau. Ok. En temps réel. Ok. Et la grosse spécificité qu'on a, c'est que dans les 1 an, il y a un moment où on va vraiment crash test tout ce qu'on a fait. Okay. Et donc, en fait, on va provoquer ton hypercroissance pendant 2 mois pour voir, en fait, c'est comme si on mettait un moteur sur le bateau, qu'on a bien construit un peu partout, et qu'on lui mettait un bon gros moteur et qu'on le mettait à balle, juste voir ce qui casse, quoi. Ah, c'est intéressant, ça. Et au bout des 2 mois, on récupère tout ça, on repasse encore à peu près 2 mois à tout optimiser, etc. On pousse les dernières mises au point, et puis on construit ta roadmap sur 3 puis 5 ans. Okay. Parce que généralement, les problématiques que j'ai, c'est des objectifs que j'ai, c'est des boîtes qui font entre 1 et 10 et qui cherchent à faire 50, quoi. Ok. Ok, trop intéressant. Et du coup, là-dessus, on a commencé à avoir une discussion, toi et moi. Question que je voulais te poser, donc pour rappel, parce que je suis même pas sûr que les gens de ce podcast soient tout à fait au courant de ce que moi je fais. Moi, j'accompagne les gens à optimiser le perso au service de leur business et au service de leur vie. Je vais agir sur des verticales du type l'hygiène de vie physique, l'hygiène de vie mentale et, pilier sous-côté qu'on a largement évoqué à mon plus grand plaisir, l'hygiène de vie sociale. Ouais, de ouf, tellement sous-côté. Donc ça, c'est ce que moi je fais. Sujet pour lequel tu as énormément d'appétence. Et d'ailleurs, c'est un peu marrant parce que toi, tu es entre guillemets un coach business avec avec une grosse appétence pour le perso. Et moi, je suis un coach perso avec une grosse appétence pour le business. On a évoqué la possibilité de faire que moi, je rentre dans ton écosystème pour synthétiser un peu ce podcast. Et globalement, pour faire une synthèse, du coup, je l'ai déjà dit, de quel pourrait être l'aspect, quels pourraient être les bénéfices. Comment est-ce que tu vois l'apport d'une telle compétence, enfin moi on s'en fout, mais la compétence que j'apporte au sein du développement d'un gros business, comment tu verrais l'imbrication du truc et à quel levier ça permettrait d'activer, tu vois? En fait, je trouve que c'est une excellente question, parce que pour moi il y a un peu un côté, j'ai déjà mis du perso, parce que pour moi c'est un peu comme des perruches, tu vois, c'est des inséparables, en gros. Le point c'est que, alors comment je le verrais dans ton cas, tu vois, enfin dans le sens, parlant de comment toi tu l'adresses, on va dire, en vrai, foncièrement, c'est une bonne question parce que pour moi, c'est quelque chose qui doit arriver au tout début d'un programme.
et qui doit arriver de manière régulière. C'est-à-dire que tu peux pas t'en passer. C'est pour ça que je dis inséparable. C'est que je pense qu'on peut pas s'en passer et que, en fait, de par la façon dont nous, on délivre le programme, il faut que ça intervienne à plusieurs moments en fonction des phases sur lesquelles on bosse. De toute façon, t'adresses un sujet qui est, de un, hyper pertinent, ça c'est certain, mais aussi hyper subjectif, parce qu'au final, la personne que t'as en face est toujours différente, tu vois, donc ça dépend vraiment des sujets rencontrés, donc c'est pour ça que pour moi, il faut que ça soit adressé un peu de la même façon, on va dire que le programme tel que nous on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire avec une trame centrale et des ajustements plutôt sous forme de workshop, selon moi, sur des trucs assez spécifiques, tu vois, et donc... c'est pour ça d'ailleurs qu'on discute un peu de la posture, tu vois, puisque moi je cherche vraiment à créer un écosystème, c'est hyper important, et pour autant, tu vois, j'ai pas l'impression que le perso doive être une verticale, mais plutôt une trame. Tu vois, et donc du coup, ça veut dire que ça s'imbrique pas dans des verticales spécifiques à des moments précis, pas que, en tout cas, ça s'imbrique dès le début, dans l'origine, on va dire un petit peu, et dans toute la trame, selon moi, du programme, parce que c'est déjà ce qu'on essaye de faire, sauf que un peu comme tout, quand tu construis un écosystème, tu peux pas être au four et au moulin, et en plus c'est pas ma spé, tu vois, genre j'ai pas vocation à le faire, et j'ai pas de toute façon vocation à rester le plus opérationnel de la boîte. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais en gros c'est trame centrale avec des interventions, tu vois, à plusieurs étapes, et l'intérêt que ça a, parce que du coup c'est ce que j'ai pas souligné. C'était la deuxième question. L'intérêt que ça a précis, ben c'est tout simple, en fait c'est basique, quoi, c'est que je vais reprendre le terme d'inséparable, l'un sans l'autre. En fait, le perso sans le business peut fonctionner, en vrai, parce que t'es pas obligé d'être un entrepreneur et d'être concentré sur son business pour t'occuper de ton perso. Par contre, le business, pour moi, peut pas fonctionner sans le perso. C'est-à-dire que t'es un mauvais entrepreneur si t'es pas concentré sur le perso, en gros. Je crois que c'est une bonne conclusion, non? C'est pas mal. Hein. Ça répond bien en plus. Franchement, ça répond bien. Non, mais c'est grave cool. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? LinkedIn, forcément. Kylian Palermo, Instagram, YouTube, toujours pareil, Kylian Palermo. Insta, je crois que c'est Kylian PM. Et voilà. Hein. Après, c'est tout, en soi. Magnifique. Et donc, il y a le lien de Hypergrowth pour si jamais il y a des gens qui veulent bosser avec toi partout, globalement, dans tes réseaux. Exactement. Magnifique. Et ben, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À plus.